Il faut aller à droite. Et je suis maquillée comme une voiture volée. On enlève. Bonjour. Bonjour. Alors, je fais des trucs techniques d'abord. Alors, est-ce que vous nous entendez bien? Je crois que j'entends un retour. Est-ce que tu peux baisser le son complètement, peut-être? Alors, est-ce que... Oh là là. Ah oui, exit full screen. Je me mets en... Hop là. Voilà. Alors, il y a une personne qui regarde. Il y a une personne qui regarde. Moi, je ne peux plus boire mon café. Tu veux que j'aille te le chercher? Non, il est là. Bah, tu peux. Bon, ok. Est-ce que vous pouvez nous dire si vous nous entendez bien? Ah, coucou, impeccable. Merci Sarah, bonjour. Bonjour Joël. Hello. Hello. Alors, aujourd'hui, je suis accompagnée d'Elisabeth, comme d'habitude, Coucou. et de Christine. Nous allons parler argent, âme, entité et constellation. Alors, Elisabeth, est-ce que tu veux te présenter? Oui. Alors, pour les constellations, je fais des constellations depuis 20 ans. Voilà. C'est à peu près ce que je peux dire. Et après, je suis psychothérapeute depuis 25 ans. Donc, de formation avec de l'analyse transactionnelle et de la programmation neurolinguistique. Et après, qu'est-ce que je peux dire de plus? J'habite dans un endroit merveilleux et nous sommes dans ma cuisine, toutes les trois, autour de nos ordinateurs et je suis ravie de ça. Voilà. Et peut-être Christine va prendre la parole. Oui. Alors, moi aussi, je suis thérapeute. J'accompagne, en fait, j'utilise surtout la relation à l'argent pour pouvoir accompagner voilà, autour de cette thématique, mais pas que, parce que cette thématique ouvre bien des champs, puisque le bien des champs de voilà, comment on interagit avec le monde, comment on est dans sa vie. Donc, en fait, c'est une porte d'entrée pour un travail thérapeutique beaucoup plus profond. Je tiens à le dire parce que c'est pas seulement des problèmes d'argent, mais ça va beaucoup plus loin et on peut me voir pour d'autres. Voilà, donc je travaille avec des archétypes sacrés de l'argent, qui donnent un profil psychologique, on va dire. Voilà, donc je suis formée en psy, en money coaching, en analyse transactionnelle. Et j'ai plus mon parcours voilà, psychanalytique et thérapeutique personnel, très riche. Voilà, je passe la parole à moi. Moi, je suis révélatrice de lumière intérieure et j'accompagne les femmes à lever leur blocage. Donc pour cela, je m'aide. Je demande l'aide des guides et des entités, des âmes, de tout ce qu'il y a autour de nous, que l'on ne voit pas forcément. Et je vais aussi sur la ligne du temps, donc dans les vies passées, dans le présent et aussi dans le futur, pour magnétiser le futur. Et justement, dans mon travail par rapport au futur, je travaille sur le rapport à l'argent pour pouvoir avancer aussi, faire venir à moi le futur que je souhaiterais et plus subir comme j'ai pu subir jusqu'à il y a quelques années. Donc ça fait maintenant 3-4 ans que je travaille sur moi. Donc l'argent, effectivement, comme tu le dis, c'est un lien avec tellement de choses que encore j'en ai découvert tout à l'heure. Ah oui. Dont on va en discuter. Mais donc voilà, c'est un sujet passionnant aussi qui nous amène à comprendre tout ce que comment on a grandi en fait, ce qu'on nous a intégré quand on était enfant, comme éducation et tout ça. Donc il y a vraiment tout à revoir, donc c'est un sujet passionnant. Donc voilà. Du coup, par quoi on commence? Par quoi vous avez envie de commencer? Par le conte, ce que l'on disait des pirates, par exemple. Ah ben oui. Parce que vraiment, ces mythes lient un peu nos trois spécialités. La constellation avec la lignée, l'argent et les âmes errantes, tout ce monde non manifesté. Parce que ce que l'on disait tout à l'heure, il y a beaucoup de mythes
dans toutes les civilisations, et notamment, par exemple, le mythe du pirate qui est mort et qui veille sur son trésor. Donc, ça fait appel à est-ce que lorsque l'on passe de l'autre côté, on abandonne nos possessions terrestres? Est-ce qu'on dit souvent les linceuls n'ont pas de poche, hein, quand quelqu'un accumule, donc il est dans une ombre de l'argent, bah, il sera le plus riche du cimetière, hein, en disant des idioties un peu. Mais il semblerait que lorsque l'on passe de l'autre côté, on ne se détache pas forcément lorsqu'on y a été très très attaché. Parfois en constellation, on voit qu'on reste attaché à une petite fille ou un fils et on veut l'aider, mais des fois on peut rester attaché à ses possessions, son entreprise, son argent, son trésor. Voilà, c'est ça. Donc, tu as une expérience? Bah, moi, de ce que je vois dans les entités, dans leurs problèmes pour partir, c'est leur attachement à la matière, en fait. Que ce soit leur corps physique, mais que ce soit aussi leur terre. Moi, dans mes rendez-vous, j'ai quand même plus aussi des... C'est pour ça que tout à l'heure, je disais, je faisais pas le lien avec l'argent, parce que moi, les gens qui viennent me voir, c'est plus des problèmes d'inceste, de problèmes de viol, d'attouchement. Et du coup, je voyais pas le rapport avec l'argent. Je voyais le rapport avec les terres, parce que souvent, on tombait sur des problèmes de partage de terres, d'héritage, de biens physiques, mais pas forcément l'argent. Et donc, ça serait intéressant de discuter de l'argent englobe tout ça. Ouais. En fait, quand je parle de rapport à l'argent, c'est les possessions. Ça peut être la terre, ça peut être une entreprise, ça peut être c'est tout ce qui est matériel en fait. Hein. Ouais. Et moi en fait, à chaque fois que je reçois quelqu'un, la problématique liée à l'argent est toujours liée à une autre problématique psychologique, familiale, hein, d'héritage, etc. Ouais. On fait de moins en moins de ritualisation de la mort, en fait. On la ritualise de moins en moins. Mais quelque part, enfin, on trouve des tombes qui étaient remplies d'objets. Donc, je me dis, c'était aussi le moyen de signifier la personne, son pouvoir, enfin, des choses comme ça. C'était ça aussi. Oui. Avec beaucoup de croyances religieuses, que le mort avait besoin de ses possessions matérielles dans l'au-delà. Pour passer. Là, ça me ramène à l'Égypte, là. Carrément. L'Égypte, les Celtes, les Vikings. Vraiment, on a plein de tombes, et en Chine aussi, enfin, dans toutes les civilisations. Enfin, en tout cas, les riches, hein, les riches, les nobles, l'aristocratie était enterrée avec ses possessions. Et c'est pour ça qu'on sacrifiait des chevaux, on sacrifiait des serviteurs. Donc il y avait cette croyance, et peut-être dans nos inconscients collectifs, il y a peut-être cette croyance qu'on a besoin de... Et peut-être de pire en pire maintenant, puisque on n'est plus du tout, et c'est vrai ce que tu disais Elisabeth, on est dans un monde athée, les gens meurent et sont en panique, ils se disent qu'est-ce qui m'arrive, je vais où, je fais quoi, ils n'ont jamais eu de guide, quel qu'il soit, et ils se retrouvent vraiment perdus, en panique. Perdus. C'est pour ça qu'on dit amérantes. Oui, c'est ça. Elles sont perdues, oui. Pas où aller, oui, c'est ça. Oui, elles ne voient plus la lumière, elles ne savent pas où aller. D'accord. Ouais. C'est vrai qu'il n'y a plus les rituels dans le temps et dans l'espace. Il y a plus et puis des rituels de passage. Oui. Les. Avant, on veillait les morts. Oui. Oui. Ah oui, alors que maintenant, ça. Avec le corona, on veille encore moins. Et je viens il y a encore moins d'accompagnement. Qu'on mettait une pièce dans la bouche pour le passeur, pour payer le passeur. La pièce dans la bouche, c'est en Irlande, c'est les Celtes qui faisaient ça, je crois. Et je sais pas. La pièce dans la bouche. Ouais. Effectivement, j'en ai entendu parler, ouais. Exact. Dans Game of Thrones, ils le font aussi. Je me demande si on l'a pas fait pour ma grand-mère, moi. Oui, mon arrière-grand-mère. Ouais, dans les mondes paysans qui sont encore connectés parfois à certains rituels païens. Oui, une pièce dans la bouche, ça paye le passeur. Ouais. C'est une drôle d'idée de payer le passeur quand même. Eh ben oui. Mais c'est un échange d'énergie. Tu vois, c'est l'argent, c'est l'art des gens pour rentrer en relation. Mais autrefois, il n'y avait pas cette différence entre le monde manifesté. Moi, je parle du monde manifesté et du monde non manifesté. Les deux s'entrelaçaient. Hein. Le Mexique,
En Amérique du Sud, hein, c'est C'est très Oui. entrelacé. Hein, souvent, par exemple, quand on trinque en Amérique du Sud, on chine et puis on verse une goutte par terre parce qu'on boit avec le mort. Il est là, on trinque avec lui. Il n'est pas. Alors nous, dans nos sociétés, il est disparu. Il n'est plus, il est où? Et, Oui, on met dans le ciel. Ouais. dans le ciel, et il est athée. Les athées, Mm. ceux qui ne croient en rien, ceux qui ne se sont jamais posé la question, ils enterrent parce que c'est la tradition. Et... Du coup, tu parlais de l'Égypte parce que toi, tu te sens connectée à l'Égypte? Oui et non, parce que mon lien avec les chats, je me dis, peut-être un truc à creuser, c'est clair. Mais non, parce que oui, il se faisait enterrer avec les sarcophages et tout ça. Plus on était riche et plus on mettait des choses dans le sarcophage. Et c'était pour important. ta vie, pour emmener. Oui. C'était pas honorifique. Tu l'emmenais dans l'au-delà. C'est ça, ouais. Il y a vraiment quelque chose en lien avec ça. Ouais. Ah, moi, je peux raconter l'anecdote. Hein. Moi, j'ai une anecdote personnelle vraiment très. J'ai habité dans une petite cité médiévale, hein, pas très loin d'ici. Donc en plein dans le cœur de la ville. Donc des vieilles maisons. Bon, moi c'est le métier de Céline. Moi j'ai un peu quelques perceptions. Et quand je suis arrivée dans cette maison, j'ai senti qu'elle était habitée. J'ai senti qu'on n'était pas tout seul. Et je sentais que c'était pas très bienveillant. Je me dis oh là là, ça va être la galère. Ça va être la galère. Et ça a été pesant pendant le temps qu'on emménage. J'avais bébé. Bon. Et puis, au bout d'un jour ou deux, j'ai dit non, c'est pas possible. Donc, je sentais cette présence, une présence d'un homme. En plus, c'était ça qui était très, très étrange. C'est-à-dire le chef de famille, en fait, l'homme qui venait, il se mettait. Voilà. Donc, je me branche. Je me suis branchée sur lui. Et finalement, je vous la fais court. C'était une maison médiévale donc, très haute, avec une cave. Terre battue, d'ailleurs, il n'y avait pas de... Et il y avait toute une famille là-dedans. Il y avait le père, il y avait la mère, il y avait un ou deux enfants, et il y avait une grand-mère. Enfin, vraiment, ils étaient nombreux. Et à cet endroit, sous la cave, étaient enterrés leurs trésors. Et il a été très clair qu'ils veillaient là-dessus, il ne fallait pas y toucher. Et je sentais Moi, je me suis dit, waouh, ça va faire poltergeist là-dedans, on va se chanter quelque chose de très, très puissant. Et donc, on a fait un deal. Donc, on n'a pas utilisé la cave, on n'y est jamais descendu. On n'a jamais rien entreposé et eux ne sont plus jamais remontés dans la maison. On a vécu un an et demi comme ça, en bon voisin, mais ils ne voulaient pas monter. Ils voulaient veiller sur leur trésor. Moi, je dis, vous êtes sûr, ça ne sert à rien, vous êtes morts. Enfin, non, c'était. J'ai jamais compris, mais c'était comme ça. C'était comme ça. A priori, j'ai compris que c'était une famille simple et qu'il y avait amassé quelque chose. Et il y avait encore ce père de famille. Puis, en plus, il n'était pas tout seul. C'était vraiment très, très étonnant. Voilà. Ils étaient ensemble là-dedans. Oui, moi, ça m'interroge parce que je me dis, mais qu'est-ce qui a fait dans la lignée qu'il reste dans cette maison attachée à ce trésor? Enfin, ce serait intéressant de chercher historiquement. Oui, historiquement, oui. Ouais. Je me suis toujours posé la question parce que la lignée et les descendants n'habitent plus la maison. Nous, ça n'impacte pas a priori les suivants s'ils respectent la cave. Ouais. S'ils ne respectent pas la cave, à mon avis, c'est chaud. C'est compliqué. Mais et les descendants qui sont ailleurs, qu'est-ce qui se passe pour eux? Et si ces descendants font une constellation? Oui. Qu'est-ce que tu vois dans l'imaginaire? Qu'est-ce que ça peut faire 10 générations après? Ça me fait penser à une chose. Dans ma pièce, en fait, j'ai deux coffres. Un coffre que les deux appartiennent à la famille de mon mari. Un qui est un fromager, le petit, qui sert souvent de trésor, de choses comme ça. Et le grand, costaud, qui sert souvent, les gens se mettent dessus. C'est là que tu poses les pierres aussi. Et c'est là où je pose aussi les pierres. Et c'était en fait ce coffre-là, ça c'est rigolo, mais c'est les pirates qui me font penser à ça. Ce coffre-là est très particulier parce qu'en fait, il y a une cache. C'est-à-dire qu'il y a le coffre et il y a sur le côté un petit endroit où mon beau-père mettait les verres.
Et il disait, c'est quand même très étonnant, ça sent toujours très bizarre dans ce coffre. Eux, ils mettaient des choses d'apéritif, bon, c'était comme ça dans leur famille. Et en fait, un jour, ils se sont aperçus qu'il y avait une planche qui cachait, en fait, un endroit où il y avait des choses qui étaient en train de pourrir et qui sentaient très mauvais. Ah, c'était ça, il y avait une cache. Il y avait une cache. Autrefois, on cachait, il n'y avait pas de banque. Hein. C'est ça. Les coffres, coffres. et tout, Ouais. en fait. Donc, voilà. Ah ouais, ça. Ah, moi, c'est une anecdote de ma famille, mais je ne sais pas si c'est en lien. Quoique, On va dire, si tu penses. il se dit, parce que moi je suis vendéenne, il se dit dans ma famille, il se dit par mon grand-père, que mon grand-mère, pendant les guerres vendéennes, les hommes n'étaient pas là, et il y avait une colonne des Bleus qui sont passés, et en arrière, ils traversaient le village, parce qu'ils avaient, et derrière, il y en a un ou deux qui se sont attardés, parce qu'il n'y avait que des femmes, pour embêter les femmes et tout. Et il se dit qu'ils allaient vers les coffres, parce qu'effectivement, c'est dans les coffres que les gens cachaient les choses. Et quand il s'est penché, elle l'a égorgé. Elle l'a tué, elle l'a égorgé. Pour pas qu'il prenne son coffre. Il y avait dans le Ton coffre. arrière-grand-mère était comme ça. Mon arrière-grand-mère était comme ça, vendéenne. Tu sais, elle était des chouans, c'était une chouane. Et les femmes se sont débrouillées pour cacher le corps. Waouh! Elles ont fait un assassinat Wow. et on rit de ça. Et on rit de ça, ouais. Moi, je suis héritière de ça. C'est ça, ouais. Elle a défendu son coffre et je ne sais pas ce qu'il y avait dedans, mais bon, elle y est allée, quoi. Oui, mais qui t'a tué, quoi. Qui t'a tué. C'est fort, hein. C'est fort, ouais. Et en fait, oui, j'en ris parce que c'est une histoire. Bon, c'est une histoire que nous, enfants, on entendait. Et mes cousines et moi, on était fiers. Tu vois, je suis fière. Je crois que c'est une histoire qui nous donne de la puissance aux femmes. Tu vois? Oui, d'être battue pour. D'avoir. Ouais, c'est sûr. La méthode, elle est pas. Il faut y aller, quoi. Et oui, c'est vrai qu'on est des sacrés nanas dans la famille. Fortes, quoi. Et c'est vrai que ça fait partie des histoires de lignée qui donnent de la force. Moi, je trouve que c'est une. J'ai jamais ressenti qu'on nous transmettait une histoire de meurtre ou une histoire de possession matérielle et tout. Moi, j'ai senti une histoire de puissance, On peut se défendre. Ouais. On peut se défendre et puis voilà. Moi, je suis pas choquée qu'elle l'ait tué parce que de toute façon, il avait peut-être la violée après. De toute manière, c'est le à moins qu'ils soient en train d'errer dans un champ. Peut-être. Mais je pense que ça nous a transmis l'idée de défendre son beefsteak. Oui. Et on revient sur l'argent et tout ça. Et la mort, enfin, je ne sais pas, il y a une histoire. L'argent et la mort, ouais. L'argent et la mort. Oui, peut-être qu'il erre dans toutes les vignes de la Vendée. Mais, et on voit que c'est vrai que moi je dis souvent, on parle argent, mais il ne faut pas entendre argent dans le sens possession matérielle. Le monde, l'attachement à ce que l'on possède. Oui. Mais est-ce que toi tu peux avoir une idée ouais, non, c'est pas. Par exemple, cette famille qui garde ce trésor, donc trésor qu'ils ont mis de côté, qui n'a jamais été découvert, qu'ils n'ont jamais pu dépenser puisqu'ils sont morts apparemment. Dans la lignée, tu vois, en constellation, toi qui as une longue expérience des constellations. Ce qui peut se passer, c'est on voit dans des constellations, la constellation se bloque. On ne sait pas pourquoi le mouvement de la vie n'y est plus dans la constellation. Oui. Et ça se pourrait que ce soit lié, je me dis, ça se pourrait que ce soit lié au fait qu'il y a des personnes qui retiennent en fait, qui maintiennent quelque chose et qui ne laissent pas la vie couler comment je peux dire le système évolué de génération en génération. Ça voudrait dire que les âmes errantes bloquent le système sur plusieurs générations. Oui, ça on en a vu. Après, on l'a vu la dernière fois. Ce que je pourrais voir en séance individuelle, c'est que la personne aussi retient des choses pour elle. Elle n'arrive pas à dépenser son argent, par exemple. Ça, c'est l'ombre de l'accumulateur. Ouais, c'est ça. On parle d'anorexie financière. Et l'anorexie financière est le miroir de l'anorexie, d'une autre anorexie qui est l'anorexie de son cœur,
des gens, les problèmes financiers font appel à une blessure d'abandon, une blessure d'amour, une blessure de cœur, une blessure d'éducation, d'inceste, d'abus, de non-amour ou d'amour tarifé. De vie programmée pour en échange de quelque chose. Oui. Vas-y, explique. Comment je peux dire Par exemple, dans la famille, il peut y avoir, on fait un enfant, ça s'est vu pendant la Seconde Guerre mondiale, on fait un enfant pour que ce soit le troisième et que du coup le père ne parte pas à la guerre. Ça, oui, les enfants objets. Oui, les enfants utilisés en fait. Hein. Donc ça, c'est quelque chose qui va vriller le lien en fait. Oui, tout à fait. Voilà. Oui, l'enfant qui remplace un enfant mort. Oui, ça c'est courant aussi, très courant. J'en ai beaucoup. Oui, bah oui. Oui, en constellation, ça me fait penser, il y a sur une constellation qui s'est faite en octobre, en fait, dans la famille, la grand-mère a donné le nom de Jean-Baptiste à un premier-né qui est décédé au bout d'un mois, et l'enfant après, elle l'a appelé aussi Jean-Baptiste. Et on voyait bien, les gens ne savaient pas qui il représentait, mais les gens étaient bloqués en fait. Rien ne se transmettait en fait, ni financièrement, ni dans la vie en fait. Tout était bloqué sur, ça partait sur, moi je matérialise la mort, et en fait ça partait, ce mort-là en fait prenait toute l'énergie de vie, ça bloquait tout dans le système. Oui, des fois je me souviens d'avoir incarné un homme qui était complètement bloqué avec son bébé mort et qui s'était exclu de la famille, et lui il était complètement coincé dans ce deuil. Quoi. Et du coup dans la lignée ça avait posé problème parce qu'il n'avait rien transmis, il n'avait pas donné d'amour, il n'avait pas su donner d'amour aux vivants, il n'y avait que le mort qui... Alors des fois quand il y a les enfants comme ça qui viennent, des fois c'est la même âme qui revient, donc ça pose pas forcément de problème. Mais quand ça pose problème, quand c'est pas la même âme qui redescend. C'est ça. Autrefois, il y avait des gens qui le disaient, où les gens le sentaient. Ouais. Tu allais voir le chaman, la sorcière, le prêtre, enfin, pas le prêtre catholique, mais dans d'autres civilisations, ou l'officiant, et on te le disait, ça. C'était... On a tellement perdu tout ça. Parce que on revient aux jumeaux, aux jumeaux. La majorité des gens en jumeaux, il y a beaucoup de jumeaux qui sont là, qui sont pas venus jusque dans la matière, et qui sont là quand même et qui ont une importance aussi. Là, ça me ramène aussi quand on donne le prénom des grands-parents. Oui, quand on donne le prénom des grands-parents aux enfants. Ouais. Bon, on donne toute la lignée, tout le bagage avec. Tu mets une pierre dans le sac à dos. Ouais, c'est ça, ouais. Obligatoirement, ouais, il y a quelque chose qui t'entraîne dans cette histoire-là. Ouais. Et avec, quand je dis une pierre, alors là, on revient sur l'argent, parce qu'on voit bien qu'il y a des lignées d'entrepreneurs, il y a des lignées de joueurs, il y a des lignées de gens qui ne savent pas se mettre en sécurité. Et des lignées de salariés. De salariés, et c'est compliqué quand il y a une personne dans cette lignée de salariés, d'ouvriers, qui a envie de monter une entreprise parce qu'elle est sortir de son milieu social, c'est très, très compliqué. Très, très compliqué. On a une loyauté vis-à-vis de sa famille, de ses parents et de ses morts. Là, on parle de prénoms, tout ça qui est énorme. Et c'est vrai ce que tu disais, Elisabeth, tout à l'heure, qu'on voit des gens même qui sont dans la réussite, dans l'argent, et ils sont super mal parce que c'est pas eux. C'est pas eux. Et le travail de constellation et le travail que tu fais et le travail que je fais, c'est pour être soi-même en fait. Trouver son chemin, sa mission, essayer d'épurer ses loyautés qui sont toxiques finalement.
soit toxiques parce qu'elles ont un aspect pathologique, soit toxiques parce qu'elles sont peut-être pas pathologiques, mais parce qu'elles ne nous permettent pas d'être nous-mêmes. Ouais, c'est ça. En tout cas, quand tu dis épurer, c'est surtout les éclairer. Les éclairer. En fait. Épurer, oui, Ouais. oui. Épurer dans Je suis le d'accord. sens que, en effet, si on On le éclaire, voit. on va voir les lignes. Et Oui. l'épure, c'est ça, en fait. C'est ça, C'est l'épure. montrer les lignes. Prendre conscience. C'est ça, Complètement. prendre conscience, voilà, complètement. Ouais. Et il ne faut pas. Oui, c'est un peu le monde du coaching qui propose de guérir, voilà, je vais un peu parler du coaching, mais parce que, alors qu'en fait, nos ombres et nos lumières font partie de nous, Tout à et fait. il faut les éclairer pour pouvoir ne plus en être esclave. C'est une histoire de liberté aussi, c'est une histoire de... Je vois ça. Bon, bah oui, bah là, je suis tombée dedans, j'ai mis le pied dedans. Ok. Bon, bah, on verra la fois d'après. Et puis tant qu'il y en a, on est là, en fait. Ouais. Tant qu'il y en a, on est là. C'est marrant que tu parles de ça parce que c'était justement, tu sais, j'ai monté un groupe, j'accompagne des femmes pour être passeuses d'âme. Et donc, je leur explique aussi la médecine chinoise. Et hier, justement, le thème, c'était le yin et le yang. Donc, l'ombre et la lumière. Et justement, où j'expliquais que l'ombre, on ne peut pas l'enlever. Elle fait partie de nous. Dans le yin et dans le yang, là, dans le symbole du yin et du yang, ça fait vraiment partie de nous. C'est un jeu d'équilibre après qui se fait, où ça se met en équilibre tout seul. Le corps essaie de se mettre en équilibre tout seul entre l'ombre et la lumière, mais on ne peut pas enlever l'ombre. Mais par contre, prendre conscience de son ombre, ça fait partie du chemin et de travailler avec, du coup, de se construire avec. De se construire avec et de ne plus en être esclave, de la regarder, parce que si tu lui tournes le dos, elle va te manger. Et de bien la connaître, bien la connaître, et de la repérer quand elle se met en route, et dire ah oui, et puis de s'autoriser à y tomber aussi, mince. Oui, c'est ça. On a le droit d'être dans nos ombres, des fois, on a le droit, on est des humains, et ça c'est l'héritage judéo-chrétien qui est terrible. Moi je suis contente quand même en ce moment, dans cette rupture de civilisation. Je crois qu'il va falloir quelques générations. On est en train d'épurer toute la culpabilité judéo-chrétienne, la pureté, il faut être pur et nous on est nécessairement mauvais. On a été éduqués à tout ça. Moi je me souviens d'avoir fait la queue à Confesse, on s'en vantait des péchés parce qu'on ne savait pas quoi dire. Et moi je me souviens du curé qui m'avait dit mais ma fille, tu as forcément péché. Bon, j'ai menti à ma mère. Ouais. J'ai volé un bonbon. Alors que moi, je trouve ça très sain, mentir à sa mère et voler des bonbons. C'est normal. Hein. J'espère qu'il n'y a pas d'enfants qui nous écoutent. Mes enfants n'écoutent pas, donc ça va. Mais voilà, les mensonges, enfin bref. Est-ce qu'on a du chat ou pas? Oui, il y a Joël qui pose une question justement. Difficile de connaître son ombre. Peux-tu brièvement donner des pistes? À qui pose-t-elle cette question? À toutes les trois. À toutes les trois. Ouais, vas-y. Moi, je veux bien répondre un petit peu parce que, en fait, justement, tu parlais de la religion et tout ça, et l'argent, pour moi, c'est une grosse ombre qu'on a quand même. Oui. Parce que si jamais on gagne, enfin, moi, par rapport à moi, là, je le fais par rapport à moi, mais si jamais je gagne de l'argent, beaucoup d'argent, mais on va me regarder de notre regard, c'est pas bien de gagner de l'argent, ou alors il faut que je donne mon argent, c'est moche. C'est tout ce que je suis en train de travailler, donc pour moi, c'est une grosse ombre qui il est plus difficile pour un riche de passer par le chat d'une aiguille que de rentrer au paradis. C'est un truc comme ça. Hein, ouais. Oui. Donc, ça, c'est une expérience. Alors, quand on a construit cette maison, en fait, moi, j'étais mal à l'aise avec le regard que les gens qui venaient ici pouvaient avoir sur cette possession-là. Et en fait, pour moi, c'est un rêve de petite fille. Donc, je ne comprenais pas comment ils fonctionnaient, eux, et ce qu'ils projetaient. Et ça n'a rien à voir avec l'ombre. Mais je me disais, mais c'est pas ça. Ils n'ont rien compris. Ils n'ont pas compris que c'est juste... Il a réalisé mon rêve. Donc ça, ça me fait penser à ça, ce que tu dis par rapport à l'argent. Pour moi, l'ombre, c'est... quand on se culpabilise
la culpabilité pour moi, c'est de l'ombre, par exemple. On a posé un acte, mais on y revient. Ça, pour moi, c'est de la perte d'énergie, en fait, de faire ça. Ça ne veut pas dire que je ne le fais pas. C'est-à-dire que je le fais et que je me dis, ah, Elisabeth, là, tu peux arrêter. L'ombre, en fait, pour moi, on le sent à l'intérieur de soi. On sent, alors je vais le décrire comme moi, je me dis, ah ouais, non, mais là, tu as fait ce truc-là, c'est pas très clean. Ouais. C'est ça, l'ombre. C'est ça que je voulais dire, en fait. C'est comment vont me percevoir les autres. C'est pas bien ce que j'ai fait. Ouais. C'est se juger, en fait. Oui, c'est ça. C'est l'auto-jugement. Et toi, tu dirais quoi? Moi, je me place par rapport au corps, parce que je crois qu'on vit vraiment, on parlait du judéo-christianisme, ils nous ont beaucoup déconnectés du corps, et c'est vraiment un travail pour se réapproprier nos émotions dans le corps. Et moi, c'est là, c'est le cœur, c'est le chakra du cœur. Je sens qu'il se passe quelque chose là, je suis dans mes ombres, parce que, voilà, là j'ai la culpabilité, des fois des sentiments d'aigreur, voire des sentiments d'autoflagellation, parce qu'on a tous, je pense que je ne suis pas seule, avoir des grands persécuteurs intérieurs. Ah oui, c'est sûr. Et là, le persécuteur intérieur, tu es sûr que tu es dans ton monde, d'avoir quelque chose à travailler. Il y a aussi la petite voix intérieure qui dit, mais dis donc, là, tu as été un peu égoïste, tu l'as eu au téléphone, tu n'as parlé que de toi, de toi. Elle a vu ça, elle t'a raccroché. Ah, là, t'as pas. Voilà, c'est pas forcément des grandes choses, mais c'est des petites choses quotidiennes et qui ramènent au travail du cœur. Ça, c'est moi, ma démarche personnelle, parce que moi, il n'y a que ça qui compte dans la vie, c'est le travail du cœur, devenir des aimants, travailler ses propres ombres, et puis d'être un petit colibri et de s'occuper de son cœur. Et à ce moment-là, il se passe des choses autour. Et faire que ses enfants aussi soient dans le cœur. C'est important. En tant que maman, on a ça c'est pour moi, et voilà. L'ombre, mais c'est là que ça se passe, c'est vraiment dans la poitrine, dans le chakra du cœur. Oui, c'est ce que je travaille aussi. Oui, c'est pas intellectuel. Non. Pas intellectuel. Non, même de faire face à ces ombres, c'est pas intellectuel, en fait. Ça nous tombe dessus, et c'est un travail qui... On ne va pas parler de décidément, mais qu'est-ce que j'ai ce matin? Le coaching, la psychanalyse. Parce que quand c'est trop intellectuel, ça rentre pas dans le corps. Et quand ça rentre pas dans le corps, ça rentre pas dans la vie. C'est ça. C'est ça. Bon, moi j'ai du lion ce matin. C'est bien, c'est bien. Oui, quand ça ne... moi, je dis quand c'est pas en mouvement. C'est-à-dire que le corps peut être statique. Il y a des individus dans leur corps, ils ne l'utilisent pas, leur corps. Comment je peux dire, il n'est pas vivant, leur corps. Voilà. Il y a cette notion que je trouve forte dans les constellations. On le voit bien. On voit quand ça pulse bien dans une constellation à la fin. C'est tout doux, ou alors c'est tonique, mais il y a du mouvement. C'est dans le corps. C'est dans le corps que ça se passe. Complètement, ouais. Oui, moi je me suis formée aux vêtements pour ça, c'est ce qui me manquait pour moi, de retrouver mon corps. Et la formation que j'ai faite ramène vraiment au corps, parce que c'est quand on voit notre saison, c'est comme si on enlevait la saison qu'on avait mis jusqu'à maintenant. C'est le voile qui nous cachait, en fait. Donc ça fait partie, le corps, pour moi c'est très important. C'est d'avoir vécu en Équateur chez un homme médecine qui m'a ramené dans le corps. Alors je peux faire une anecdote, mais vraiment. C'est quand j'étais pas encore allée en Équateur. Quand on fait un rituel, on fait une huile de sudation. Il vient pour partager. Lui, il n'est pas prosélyte, il vient partager sa culture. Et le lendemain, donc ça se passe sur un week-end. Il y a un monsieur très très occidental, très, comment expliquer, c'était très drôle. Et il vient et il lui dit, il paraît, on m'a dit que tu parles avec les arbres. Et moi, les arbres, ça me fascine. Alors, il fait tout un discours. Et Pépé, c'est Pépé, là, il écoute. Tu sais, les Indiens, tu te marres déjà parce que tu vas à la réponse.
Et il dit, mais comment tu fais pour pas, parce que vraiment, moi, je les sens, et enfin, j'aimerais bien disparaître. Et Pépé, il le regarde, il regarde Anna, il fait, oh là! Et puis, il continue son truc, il est en train de faire un truc. L'autre, il est resté comme ça. Et moi, j'étais à côté, mais j'étais morte de rire, parce qu'en même temps, c'est une leçon, quoi. Bah, ouais. C'est ça. C'est ça. Il y a vraiment rien d'autre à en dire. C'était très, très, très bon. Dans le corps, voilà. Dans le corps, dans la matière, c'est pas dans la tête. Pas dans la tête, et c'est pas. Voilà. Je rigole, je me tiens. Parfois, même dans même quand on est énergéticienne et quand on se connecte, c'est bien dans le corps que ça se passe. Bien sûr. Ouais. Ah oui. Tu peux nous en parler de ça? Du corps? Du corps corps oui, physique. super. Ouais. Du corps et de la C'est un beau sujet. du corps et le corps dans ce monde, comment il va avec le monde manifesté. Alors, comment je ressens s'il y a une entité, oui, par exemple. Eh ben, alors ça va être, ça dépend parce que ça a changé là ces derniers temps, mais avant c'était beaucoup des frissons, des choses qui me passaient, voilà, c'est un passage, tu vois, comme si on me traversait, donc ça fait des frissons. Aujourd'hui, ça va être, j'ai encore ces frissons de temps en temps, mais ça va surtout être des idées qui me viennent et je sais que ce ne sont pas les miennes. Ou la douleur, je vais ressentir la douleur de la personne. Si elle est morte d'une certaine façon, je vais ressentir dans mon corps si c'est un couteau, la douleur physique, ouais. Mais je sais que ça ne m'appartient pas, donc ça dure que quelques secondes. Hein. J'ai juste l'info et puis ça s'en va. C'est juste, j'avais besoin de l'info. Quoi d'autre après, ça va être beaucoup des émotions aussi. Hein, là, les émotions, la tristesse, la colère. Pareil, je sais que ça ne m'appartient pas. Bon, des fois, j'ai un peu plus de mal à le cerner quand il n'y a pas forcément d'entité, mais que c'est plus dans le global. Comme il s'est passé ces dernières années, quand même, il s'est passé beaucoup de choses dans le global. La colère, des fois, je mets 1 jour ou 2 avant de me rendre compte que c'est pas la mienne. Donc, et quand je me rends compte que c'est pas la mienne, et ben là, c'est OK. Il y a le chien qui se montre. Oui. Ouais. Donc voilà, après oui, tout passe par mon corps. Après, c'est vrai que là, ce que j'ai vécu dans mon corps avec la méthode des vêtements, c'était juste fabuleux, quoi, parce que moi, je me croyais automne, donc une saison, hein, au niveau des couleurs. Et donc, quand on m'a passé les couleurs, à chaque fois qu'on me passait le printemps, j'avais un rire. Mais un peu style nerveux, tu vois, mais j'avais un rire, quoi. Et à un moment donné, j'ai vu dans le miroir l'automne que ça m'allait pas, ça me faisait toute triste, toute vers le bas, le visage était vraiment pas beau. Et j'ai vu au moment où on m'a mis le printemps, cette joie, ce pétillement dans les yeux. J'ai reconnecté avec ma petite fille intérieure en fait. Et ce moment-là, mais je pense qu'il sera gravé dans ma mémoire toute ma vie parce que c'était waouh. C'est comme si je m'étais retrouvée au bout de je dirais pas mon âge, mais voilà quoi. Oh, je pense que tu peux encore. Hein. Donc ouais, c'était juste fabuleux et ça passe par le corps, ça s'intègre dans le corps petit à petit. Là, je commence à mettre des habits printemps. C'est venu progressivement. Et là maintenant, quand je suis dans mes règles, dans mes douleurs de l'endométriose, si je mets du noir, c'est pire pour moi. C'est vraiment pire. L'autre fois, j'étais en réunion, j'avais mis du noir. Je suis rentrée de la réunion, j'ai couru dans mon placard pour aller mettre du printemps, quoi. Et là, j'ai senti mon corps qui faisait... ça y est, ça se relâche. Ah ouais, et les douleurs se sont calmées, quoi. Donc il y a vraiment des choses qui se passent par le corps qui sont tellement subtiles qu'on ne s'en rend pas compte, mais qui sont présentes et que c'est important de revenir à son corps. Et oui, on se coupe de son corps. Je pense à l'adolescence. Il y a quelque chose qui se passe à l'adolescence où on nous demande vraiment de rentrer dans la société. Et, bébé. Oui, ça commence même à la naissance. Comment on est traité. Déjà, rentrer de la maternité, accoucher, mettre en pouponnière, rentrer, mettre dans sa chambre, déjà. Tu te rends compte la coupure avec le corps de sa mère. Ouais. On est des grands adeptes du cododo et du peau à peau. Oui. C'est ce que l'on fait. Pour moi, c'est le traumatisme, il est dès le jour de la naissance. Oui, c'est ça. Mais tu sors du ventre de ta mère et tu es dans un... complètement dans un... Moi, pour mon fils, je voulais pas cette coupure. Alors avec la mère, c'était obligé parce que en plus j'ai accouché par césarienne, donc c'était obligé. Mais du coup, j'avais dit au papa, tu lui parles
tout le temps, jusqu'à ce que tu l'aies dans les bras, quoi. Donc, il a eu le son de son père tout le temps. Oui, les filles aussi. Ouais. Parce qu'Haïti, ils l'emmènent. Leur père, il les a pas lâchés d'une semelle. Ouais, c'est ça, ouais. Puis il a fait le pot à pot Parler. après, c'était chouette, quoi. Maintenant, il a un lien avec son père qui est aussi fort qu'avec moi, donc c'est cool. Mais c'est vrai que à la naissance, c'est compliqué. Même le fait de donner les bibis à telle heure, tu vois, déjà, ça conditionne aussi l'enfant. Tu n'es pas connecté à ton corps, le rapport à la nourriture. C'est ça, ouais. Non, lui, on lui a donné, je l'ai allaité à la demande. Mais c'est vrai que... Ah oui. Alors, tu sais que maintenant, il y en a certains qui font biberon à la demande. C'est bien. J'ai rencontré un jeune couple, c'était bibi à la demande. Moi, je suis bien. Ouais, c'est cool. C'est en train de changer, mais bon, c'est long. Ça dépend des familles, ça dépend de beaucoup de choses. En fait, l'histoire de permission qui peut se produire dans une famille, c'est en lien avec justement tout ce qui s'est passé dans la famille au niveau de l'alimentation. Là, tu parles de l'alimentation, mais aussi comment, adolescent, on est rentré dans la société, comment, enfant, on est rentré dans le monde, parce que là, on rentre dans le monde. Quand on sort de sa mère, on rentre dans le monde. C'est immense. Oui. Quelque chose qui avait beaucoup choqué le père de mes enfants qui est sud-américain. Donc, nous sommes rentrés d'Amérique du Sud, j'étais enceinte. Et lui, donc on était dans le pas bébé, donc on regardait les... donc, il a découvert, outre les bébés chauves, parce que d'Amérique du Sud, ils ont tous plein de cheveux, mais quelque chose qui l'avait choqué profondément et qui, moi, m'avait... Il trouvait qu'on avait tellement de matériel de puériculture qu'on ne touchait plus les bébés. Ouais. Et il dit, mais vous ne les prenez pas dans vos bras, vos bébés? Vous ne les portez pas? Vous ne les câlinez pas? Et je me souviens, un jour, on était dans un restaurant, et je crois qu'il était en France depuis 15 jours. Et le cosy, parce que le cosy qu'on sort de la voiture, qu'on porte comme un panier, le cosy d'un côté, le panier de course de l'autre, vous êtes fous, vous êtes fous. Et le cosy posé sur la table, avec la maman à côté qui tenait le biberon. Moi, vous avez déjà vu ça? Qui tenait le biberon. Et lui, il était là, mais je me souviens, il me dit, mais vous êtes fous, vous êtes dingue, mais qu'est-ce que vous faites à vos bébés, quoi? Moi, j'ai pas eu ce problème-là avec mon fils parce que j'ai pu le poser dans un transat au bout de 3 mois, je crois. Il a toujours été sur nous jusqu'à ces 3 mois, quoi. Ouais. On n'a pas pu le poser, il pleurait tellement que... Il avait besoin de... Donc, c'était dans l'écharpe. Oui. Non, à l'époque, il n'y avait pas d'écharpe, il y avait... on portait devant ou derrière, avec un genre de poche kangourou. Oui, c'est ça, une poche kangourou. C'est chouette. On faisait tout. Ils s'endormaient. C'est ça. Peut-être qu'ils partaient d'un côté, de l'autre. Mais tout ça pour revenir au corps, à la question de l'ombre. Moi, le corps est un très bon indicateur. Oui, on le sait quand on ne se sent pas bien. C'est quand on ne se sent pas bien aux entournures, par exemple. On nous a fait quelque chose, on a fait... C'est le corps qui nous le dit, finalement, c'est un truc de corps. Oui, mais ça, c'est quand tu es quand même un peu relié à ton corps, parce que, justement, dans le développement personnel, on te dit, pour savoir si la réponse, elle est bonne, tu fermes les yeux, tu te connectes à ton corps, et tu regardes si ça s'expanse ou si ça se contracte. Mais la personne, si elle n'est pas reliée à son corps, elle ne va rien sentir, quoi. Je suis complètement d'accord avec toi. Moi, quand j'ai les gens en consultation, je jauge si elle est connectée à son corps, parce que ça peut être aussi, je m'empiffre, je mange une tablette de chocolat, ou je vais m'abrutir de... Il se passe que la personne qu'elle va l'accompagner à repérer le signe, qu'il y a un truc qui cloche. Tu vois, et tu as raison de faire ça, il n'y a qu'à Faucon, fait ci, fait ça, mais accompagner la personne... à dire à quel endroit ça se passe. Et c'est pas forcément dans le corps, tu as complètement raison. Oui, c'est ça. Ouais. Ça va être d'autres choses. Oui, parce que ça arrive en consulte, la personne a dit, je sais pas, non, dans le corps, ça me dit rien. Et tout. On te dit, ok, ça se passe pas dans le corps. Bon, qu'est-ce que vous faites à ce moment-là? Ah ben là, je vais m'empiffrer ou je vais au magasin. Télé, parce qu'il y a la fuite. Au magasin acheter. Acheter. Dépenser des sous. Dépenser des sous, parce que ça, c'est... Et effectivement, oui, aider la personne à repérer ça. Et puis, les fameux scénarios répétitifs, quand on est dans son ombre et qu'on ne la repère pas, on répète, je ne sais pas, si on se fâche avec un ami, 2 amis, 3 amis, on dit, au bout d'un moment, il y a un problème. Se dire, il y a un problème. Ou si on répète les mêmes
scénario professionnel. Il y a une ombre, on n'est pas des victimes. C'est pas victime de la vie. Non, c'est nous qui nous mettons dans des scénarios répétitifs. Après, sur la notion de corps, effectivement, on peut avoir des douleurs qui apparaissent. Là, ça peut être le signe aussi. Oui. Moi, j'ai un bouquin, là, j'ai le dictionnaire du canadien, là, je sais plus comment ça s'appelle. Je vais voir ce que ça signifie. Michel Odoul? Non, pas Odoul, non. L'autre, Flash? celui qui a fait les bonhommes allumettes. Ah oui, les bonhommes allumettes. Comment il Martin s'appelle? Jacques Martel. Jacques Martel. Que je connais. Tu connais pas? Tu connais pas? Ah, c'est excellent, les bonhommes allumettes. Ouais. Je connais Flash et Odoul. D'accord. Jacques Martel, moi j'ai son dictionnaire des mots et des maladies. Ah oui, tiens, et en fait, quand j'ai quelqu'un qui me dit j'ai mal là, je vais voir ce que ça signifie et ça tombe juste. En fait, dans un magasin bio, j'ai dit à la dame que j'avais une endométriose et elle m'a dit allez voir dans ce dictionnaire-là. Et quand je l'ai lu pour l'endométriose, je l'ai acheté quoi. Ah oui. Voilà. D'accord. Donc ouais. Utile, ouais. Utile l'endométriose pour apprendre. Ah, complètement, oui. Moi, ça a été... ouais. Oui, aujourd'hui, je la remercie, même si c'est un peu douloureux quand même. Alors, est-ce qu'on a répondu à la question de Joël? Ça, c'est une bonne question. Parce que... Alors, un petit mot, Christine, sur les achats compulsifs. C'est Joël aussi. Un petit mot, Christine, sur les achats compulsifs. Alors, tu pourrais nous dire. Parce qu'on est sur l'argent, clairement. On est sur l'argent. L'ombre et l'argent. Sur l'argent, sur acheter... souvent, les achats compulsifs, c'est pour remplir un vide. Hein. L'achat compulsif, c'est comme la boulimie. C'est comme la bouffe, ouais. C'est comme la bouffe. D'ailleurs, les deux sont... Il y a le rapport à l'argent et la bouffe. Oui, je pense qu'un jour, je pourrais collaborer avec naturopathe ou diététicienne. J'aimerais bien. Parce que j'aimerais bien faire le lien avec la nourriture. C'est super intéressant. Ouais. Donc, l'acheteur ou l'acheteuse compulsif remplit un vide. En achetant et en se projetant en dehors de son corps, en fait. Qu'est-ce qui se passe dans l'achat compulsif? On va acheter des choses que parfois on ne met jamais, mais dans ce temps, on est comme un peu en transe, comme quand on s'empiffre, quand on va s'empiffrer, et on n'est plus dans son corps, parce qu'être dans son corps est insupportable à ce moment-là. Et on achète. Et en plus, on est dans une société de marketing, où les marques, les magasins, on achète une personnalité, on achète, voilà, si tu achètes du Nike, tu es comme si tu achètes du, je sais pas, j'ai pas de marque qui me vienne en tête, mais tu es comme ça, oui, on n'a pas le droit. Non. Et parce que autour des marques, on est en train de tellement nous formater, il faut aussi se replacer dans la société dans laquelle on est tellement en train de nous formater, et encore, ça va plus loin. Parce que moi, je remarque, analyser les publicités. Moi, je regarde plus la télé, donc. Moi, j'ai ma partie, j'en vois plus. C'est dommage parce que c'est un très, très bon exercice sociologique, d'analyse politique, sociologique de la société dans laquelle on vit. Moi, j'ai appris ça à mes filles. Maintenant, c'est exact. Quand il y a de la pub, on les analyse. Comme je viens du marketing, mon premier métier. Et j'ai remarqué là, depuis 1 an, surtout, ça avait commencé avant, mais avec le Covid, c'est encore pire. C'est-à-dire que tu peux acheter... t'abonner pour avoir tes cartouches d'encre au fur et à mesure. C'est-à-dire que ton imprimante est connectée, ils vont savoir, donc tu n'as plus besoin d'aller nulle part. Pareil pour les fringues. C'est-à-dire qu'on va repérer que ta morphologie et tous les mois, et puis tu payes un abonnement. On fait tout pour toi. On te dépersonnalise. Tu n'es même plus en conscience de quand tu payes, quoi. Alors là, je parle de ça parce que par rapport à l'achat compulsif, donc on est dans l'extrême, là. On décide pour toi. Mais dans cette société très marketée, on s'achète dans la dépense compulsive qui tourne, pas forcément autour des fringues d'ailleurs. La bouffe aussi. Une autre. Attention, l'acheteur compulsif et la bouffe, ce sont deux choses qui se collent. Oui, complètement. C'est-à-dire que la personne qui va acheter compulsivement, elle va rentrer, elle va bouffer. Tu vois, c'est les deux, ça. Très souvent. C'est pas l'un ou l'autre. Voilà, les deux vont ensemble, mais c'est pour combler un vide. Ça peut être aussi, comment je peux dire, c'est combler un vide, mais ça peut être aussi, il n'y a pas d'intérêt dans ma vie. C'est pas le vide que alimentaire.
Oui, oui, Il y a- émotionnel. Oui, on achète quelque émotionnel. chose. C'est ce que je voulais dire. Ouais. Ouais. Tu vois, on achète quelque chose que l'on n'a pas ou qu'on croit ne pas avoir. Oui, qu'on croit Voilà. pas avoir. Qu'à ce moment-là, on ne connecte plus. Parce que, Voilà, mais à ce moment-là, on ne connecte plus. Et tout ce qu'on trouve, c'est d'aller. Alors, c'est significatif aussi d'un état dépressif, d'un état de déprime. Alors, quand je dis dépressif, je ne dis pas en dépression. Attention. Oui. Parce qu'il y a plein de niveaux. Parce qu'on met d'un état dépressif à ce moment-là. Je pense que ça me fait penser à quelqu'un qui est venu pour faire une constellation. Et en fait, donc c'est pendant que je travaillais avec Sandrine, elle était en jeûne et constellation. Et en fait, en balade, elle avait besoin de couper des fleurs. Elle avait besoin de ramasser, de repartir systématiquement avec quelque Je chose. serais curieuse de savoir si elle n'est pas accumulateur. Non, mais Elle est accumulateur. Elle joue en bourse. ah, bah, Waouh. Elle est peut-être pas si elle est peut-être pas si accumulateur. accumulateur. Ouais. Elle est peut-être plutôt insoumise. Ouais. Bon, il faut analyser ces archétypes. Il y en a 8 des archétypes, donc voilà, c'est pas un archétype qui nous définit. Hein. Là, on voit que c'est plus complexe que ça. Oui, là justement, elle est peut-être allée chercher l'accumulateur pour Mais c'est étonnant. compenser quelque chose. Systématiquement, en balade, il fallait qu'elle ramène des fleurs. Et souvent, les fleurs dans la nature ne tiennent pas à la cueillette. Non. Et donc, c'est peut-être qu'elle avait besoin de connecter, à sa petite fille intérieure. Ouais. Quand on était petite. Tu vois. Il y a peut-être ça. Donc, tu vois, bon, ça s'analyse, à creuser, effectivement. Oui, c'est intéressant de se dire le manque, cette notion de manque, c'est souvent, on a la sensation qu'il y a le manque, mais le manque n'existe pas en fait. Non, on est complet. Hein. Ouais, on est complet. C'est une impression de manque. Surtout nous, ce sont des paroles d'occidentaux. Hein. Ouais. On est né du bon côté de la barrière et on peut dire on ne manque de rien. Ouais. Personne ne Non, mais ça n'a rien à voir de dire on est complète et ne manquer de rien. Ça n'a rien à voir. Ouais. C'est qu'on a vraiment tout en nous. Tu vois. Vas-y, développe, c'est intéressant. C'est qu'on a tout en nous. L'ombre, elle fait partie de nous, mais c'est pas négatif en soi. Non. On le juge négatif, mais c'est pas négatif. On en a besoin pour vivre, quoi. C'est ce qui va nous donner aussi la force d'avancer. C'est ce qui va nous donner la puissance de dépasser certaines choses. Donc, oui, on peut naître dans un mauvais pays, dans un endroit plus pauvre, on va dire. Mais c'est aussi ce qu'on est venu chercher, de pouvoir avancer dans cet endroit-là, je suppose. Non, tu vois, j'ai rebondi, j'ai dit ça parce que je pense qu'il est important de savoir que ce que l'on dit n'a pas valeur universelle, en fait. Tu vois, on est, enfin, comment pourrais-je m'expliquer, surtout par rapport à l'argent et aux possessions matérielles, c'est très culturel. Quand je fais, vous avez écouté ma conférence sur les femmes et l'argent, vraiment je la cadre dans la femme occidentale judéo-chrétienne, je pense qu'une africaine ou une bolivienne dirait Bien autre sûr. chose, ou une chinoise. De toute manière, ce qu'on dit là, c'est ce que nous, on voit ici. C'est ce que nous, on voit ici, c'est notre expérience. Je me mettais à la place de gens qui pourraient se dire, c'est facile de dire, mais voilà. Ah non, alors être complète, c'est pas facile à être. Hein. Non, c'est un chemin. On l'est de nature intrinsèque, mais avoir la conscience qu'on est complète, ça c'est compliqué. Hein. C'est un chemin de vie. Hein. Donc, On est complète. Est-ce que ça parle Tu peux expliquer Ça me parle. Voilà, explique. Ça veut dire qu'on a tout en nous pour pouvoir être heureuse. On a toutes les possibilités d'être heureuse. D'accord. On est venu avec tous les outils pour accomplir notre mission. Oui, c'est ça. Voilà. Oui. Notre mission ou notre mission, ce qu'on a envie de faire. On est venu vivre la dualité pour se rendre compte qu'on est l'unité. Donc, ce fait d'être complet. Ça, c'est la mission énergétique, si tu veux. Spirituelle. Il va en falloir des vies pour. Ouais, c'est clair, on est d'accord. Mais moi, on est venu vivre la dualité, on est dans la matière. Donc, forcément, on est dans la dualité, matière-énergie.
On est dans Non la dualité. manifesté, non manifesté. Mais pour se rendre compte que ça ne fait qu'un. En fait, la matière, c'est du vide. Si tu regardes au niveau des molécules, des atomes et tout ça, c'est fait de vide. On est à 99% de vide, je crois, un truc comme ça. Je ne sais plus combien de pourcentage de vide. Donc on est énergie, en fait. Même la matière, c'est de l'énergie. Il y a même une théorie qui dit que notre système solaire et l'univers ne serait qu'en fait que des atomes et des molécules. Mais c'est ça. Tu sais, l'infiniment grand qui Et l'infiniment petit. Ouais, et c'est ça. enfin, c'est très... Ouais. Et cette théorie, elle me fascine. Je la connais depuis que je suis ado. Elle me fascine. Moi, je travaille avec Stéphane Robin. Là, les méditations qu'on fait, elles sont axées par rapport à ça. Donc, je travaille avec pour faire venir à moi mon futur, puisque ce sont des atomes. Donc, en fait, nous, on est ici dans le moment présent, mais on a toutes les potentialités dans l'univers, dans ce qui n'est pas manifesté. Oui. Et le fait d'aller chercher ce potentiel qui est bien, que l'on veut, plutôt que le potentiel que l'on subit, ça fait partie des méditations. Les méditations, c'est juste se relier à son cœur. Ouvrir son cœur, se relier à son cœur pour aller chercher les choses qui sont dans l'amour et plus dans la peur. Ah, le travail sur les peurs. Bon, on sort du sujet là. Non, mais intéressant. Oui, c'est intéressant. Sur cette notion d'unité, de complétude. C'est ça. Et pour moi, ces méditations me permettent de me relier à mon unité, justement. Quand je suis en méditation, je me sens complète. Vraiment, je le ressens. Je le ressens dans mon corps. C'est physique, quoi. Bon, on est quand même venu dans la matière, donc il faut quand même expérimenter la matière aussi. D'accord. Moi, j'ai eu des longues périodes de ma vie, de beaucoup de méditation, tout ça. Et en fait, aujourd'hui, ma meilleure méditation, c'est quand je balaye. Ouais, c'est cool. En fait, c'est pour ça que je me suis détachée un peu. Moi, j'ai eu envie, tu vois, de me dire, mais pourquoi ça serait en dehors? Et je crois qu'on a des moments de complétude, tu vois, le mot est joli. Tu es dans la nature, il fait beau, il y a une fleur, il y a le chien, c'est fugace, mais peut-être. Hein, mais je trouve que, moi qui ai beaucoup médité, j'ai vécu dans un ashram pendant 1 an et demi, 2 ans, ouais. Donc vraiment, aucune méditation ne m'a apporté autant de complétude que ces moments-là, qui sont fugaces, hein, certes, mais qui sont... et quand je balaye, je te jure que balayer, pour moi, c'est méditatif. Je pourrais passer l'aspirateur. Je balaye, je fais exprès parce que je sais que je vais faire... Et je pense à rien, et je pue, il y a des choses qui émergent. Tu remues la poussière. Tu mets du mouvement dans la poussière. Ah oui, tu nettoies surtout. Je nettoie surtout. Tu nettoies. Nettoyer sa maison, c'est nettoyer son intérieur. Hein. Et moi, je suis à la recherche de ce mouvement, de ça dans ma vie, sans en demander beaucoup, vivre l'état... on ne peut pas être tout le temps dans cet état-là. Mais déjà, par moments, c'est comme le bonheur. Ouais, c'est ça. Des petits bouts. Des petits bouts, mais qu'est-ce qui rayonne, ces petits bouts? C'est ça. Ils comblent ta journée. C'est clair. Et tes amis. Ouais. Moi, je travaille vraiment là-dessus. Là, je viens de quitter mon compagnon pour vraiment me retrouver moi. Et je me rends compte qu'en fait, je n'ai pas besoin d'un homme. Je n'ai pas besoin d'un amour extérieur. Parce que j'arrive, bon, je ne suis pas encore complètement, mais j'y travaille, à m'aimer moi complètement, en fait. Alors, je sais, ça peut paraître complètement... Non. Mais écoute, moi j'écoute, ça peut paraître rien du tout. Non. Mon but, c'est on a besoin des autres, hein, c'est sûr, mais c'est de pas être relié, attaché à l'amour de l'autre, que va me porter l'autre. Je ne sais pas si je suis claire. Oui, c'est très clair. De m'aimer suffisamment pour pas avoir besoin de l'autre, en fait. Que l'autre, en fait, ce soit juste des bons moments, des moments passés ensemble. Voilà. Et pourtant, quand on est amoureux et quand on aime, on est attaché à l'autre. On est attaché, oui. Et moi, je trouve qu'il... Pardon? Moi, je dirais pas attaché, mais je te laisse... Attaché, on a envie d'être avec l'autre, de partager, on a envie de son corps, on a envie de ses rires, de ses discussions. Donc, je ne sais pas quel est le mot. Et je remarque que
faut pas s'attacher, l'amour c'est dans le détachement et tout. Moi, je trouve ça violent. Moi, il m'est arrivé d'être amoureuse et de dire, ah, mais il faut pas t'attacher, ou ah, ben là, c'est de l'attachement. Alors, d'entendre, ou alors des impératifs intérieurs, c'est quoi? Et je trouve ça une certaine violence, quoi, parce que aimons avec ce qu'on peut, tu vois. Bien Et sûr. je trouve que c'est très ambitieux. C'est-à-dire que tu arrives à aimer quelqu'un dans le détachement, sans rien attendre, tu es en état bouddhique, quoi. Soyons humains, enfin, tu vois. Moi, quand j'aime, j'attends, ben oui, parce que je suis une humaine. Et je trouve que ça, c'est judéo-chrétien, tu vois, de vouloir aimer dans le détachement, aimer. Oh, qu'est-ce que c'est ambitieux, purée, parce que ça veut dire que tu as fait la paix avec tes ongles, que tu es un peu dans une espèce ouais, dans un état bouddhique, en fait. Après, moi, là, j'en suis à m'aimer, juste. Hein. On est d'accord. Oui. Hein. Je te dirai ça le jour où je rencontrerai quelqu'un, on verra. Mais... Vous voyez ce que je veux dire? Oui, je comprends ce que tu veux dire. Ouais. J'entends ce que tu veux dire. Ouais. En même temps, enfin, je sais pas, moi j'ai la chance de vivre dans un couple et ça fait 23 ans, enfin bientôt là, mois de juin, le 21 juin, on fêtait nos 24 ans. Et en fait, comment je peux dire ça? C'est, il n'y a pas cette notion d'attacher, il y a cette notion de plaisir de partager. Ouais. Et vraiment, enfin, avec beaucoup d'émotion en fait. Et de se faire rire. Nous, on adore se faire rire. Ouais. C'est vraiment un truc. Voilà. Mais vous êtes un couple un peu éclairé, vous n'êtes pas forcément représentatif je sais. de la moyenne. Voilà. Facilement, j'adore faire rire Philippe, j'adore son rire. Et c'est un plaisir quoi, de le faire rire, de faire des plaisanteries pour qu'il se marre. Ah ouais, j'adore ça, mais j'aime ça avec n'importe qui. En fait. J'adore faire rire les gens. Clown, j'aurais dû faire clown aussi. Ah ben voilà, t'as loupé ta vocation. Ben non, si tu le fais au quotidien. Ouais, c'est ça. Voilà. Alors je vais lire un petit peu parce qu'il y a il y a des remarques. Il y a des remarques. Pas tout à fait d'accord. Le manque d'amour existe. Ça, c'est une réalité. Ouais. C'est une réalité. Mais parce que elle s'aime peut-être pas suffisamment non plus. Tu vois. Voilà, à partir du moment où tu arrives à t'aimer. Comment veux-tu que l'on s'aime? Parce que moi, je reviens quand même au contexte. Hein. On est d'accord. Quand je racontais à la confesse qu'on a forcément péché, la base de notre civilisation, c'est le péché originel. Et nous, en tant que femmes, on porte la double peine parce que c'est de notre faute. En plus, comment veux-tu qu'on s'aime? Ouais. Et en plus, on a, faut voir, les nouvelles générations un peu moins, mais il faut voir les éducations dures, humiliantes que l'on a eues. Donc, c'est très très compliqué de s'aimer. Tout à fait. Et d'ailleurs, je reviens à mon ex-mari qui est sud-américain. Justement, lui qui vient finalement, c'est intéressant d'avoir vu cet homme qui venait d'une autre civilisation complète, de notre culture, venir. Et il me disait, mais vous les Français, vous ne marchez pas avec vos pieds, vous marchez avec votre tête. Et en plus, vous manquez tous d'affection. Ouais. Personne vous prend dans les bras, déjà bébé, personne vous touchez jamais. C'est vrai. Et waouh, moi, il m'a beaucoup appris dans cette découverte, de voir dans sa découverte de la France et de notre civilisation. Oui, je pense que s'aimer, c'est compliqué. Ouais. C'est quelque chose, c'est un chemin. Hein. Oui, c'est un chemin. Quand on dit, je suis con là, je suis conne là, je suis bête. Mais moi, il y a tout à revoir. Ça, c'est fini. Ça, c'est fini. Ouais, moi aussi, c'est fini. Moi, c'est pas encore tout à fait fini. Puis des fois, quand je le fais, je dis, on annule. Oui, j'efface. De suite. Et ça, ma formation par le vêtement, elle aide justement à vraiment se retrouver, à se reconnecter à soi. Quoi. Ça, c'est vraiment... Oui. Si j'ai ma fille à côté, elle va me dire, maman, ne parle pas de toi comme ça. Parce que moi, je le fais à mes filles. Non, ne parle au moyen, des fois, ne parle pas de toi comme ça. D'accord. Tu as raison, ma chérie. J'efface. Comme quoi, on n'est pas obligé de transmettre. Hein. Oui, sur nos enseignants aussi. Nathalie, l'attachement, c'est avant tout la sécurité, pas l'amour. Tout à fait. On a besoin d'être attaché pour se sécuriser. Alors, Joël, plaisir de partager.
Nathalie, l'émotion d'amour apporte bien-être, complicité, épanouissement, plaisir de partager, oui, et aussi sécurité. L'émotion d'amour. Alors, pour sécurité, tu vois, on a deux personnes qui, sous le même mot, on parlait de sémantique, mettent deux choses différentes. Non, c'est la même personne. Il y en a une qui, dans la sécurité, il voit une sécurité matérielle, quelque chose qui est en dehors de l'amour, et l'autre personne dit sécurité. Tu vois, c'est pour ça que c'est toujours important de se mettre d'accord sur les mots. Donc peut-être que la sécurité que l'on peut trouver dans l'amour, on peut vous dire de la sérénité. Hein, tu vois, pour la deuxième personne. C'est la même, c'est Nathalie. C'est la même, d'accord. Donc peut-être. Elle l'a formulé différemment, mais comme parfois on peut confondre l'ombre et la puissance, ouais. On peut confondre peut-être sécurité, sérénité. Ouais. Oui, dans le deuxième, ça serait plutôt sérénité. Ouais. C'est tellement important. Des fois, on n'utilise pas les mêmes mots et D'accord. Oui, on s'est mis au clair avant de commencer sur Oui, parce qu'on a eu une discussion avant. Plus sérénité que sécurité. Je le confirme. En fait, la sécurité, moi, je suis restée avec ton petit garçon qui est né par césarienne. En fait, quand on est dans le ventre de maman, on est contenu de partout, ouais. En fait. Et tout d'un coup, on sent tout autour de nous cet air. Donc, il y a plus ce contenant de chair qu'il y a tout autour, quoi, en fait. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très fort qui se produit. Et les bras deviennent sécurité, on parle d'enveloppe, on parle de tout ça. Oui, d'où l'écharpe aussi qui enveloppe comme dans le ventre. L'écharpe, le poids. Et oui, d'être tout plié, ben oui, mais on est tout plié parce que dans le ventre de maman, on était tout plié aussi. Ouais. Ça. Il y a de ça. À l'échelle d'un nouveau-né, un lit de bébé, c'est un terrain de football. Quoi. Ah ben évidemment. C'est clair. Ouais. Donc l'insécurité dans laquelle on a un problème d'insécurité. Oui. L'insécurité dans laquelle on met le bébé comme ça, là. Wow. Et en fait, si on revient, puisque je te regarde, je me dis, et en fait, dans notre civilisation, on a transformé l'argent et devient une sécurité. Oui, c'est ça. Alors que pas du tout. C'est ce que disaient les Amérindiens. Et du coup, une insécurité aussi quand on n'a pas. Oui, du coup, oui. Eh bien, pour le coup, je ne sais pas. Je vais te dire, je ne suis pas convaincue de ça. Alors, je ne parle pas des extrêmes où les gens n'ont vraiment pas. Mais pour avoir voyagé dans des pays où il n'y a pas. Quand c'est dur, je vois dans le quartier où habitait mon ex-mari, la soupe aux cailloux, c'était souvent la fameuse soupe où chacun emmène un truc, et en fait, ça fait la soupe pour tout. Mais ça, c'est dans les pays étrangers. En France, vas-y chercher quelqu'un qui te donne à manger. Oui. À part la soupe populaire. Ben oui, il y a ça. Oui, heureusement. Heureusement. Que je sache, personne. Mais après, meurt de faim, même si des fois tu vas pas manger ce que tu veux. Ouais. Mais je crois qu'il y a plus de sentiments. Alors, parlons de sentiments d'insécurité et d'insécurité. Et de vrai, effectivement, les gens qui perdent, oui, des gens qui sont en insécurité. Mais le sentiment d'insécurité est plus fort chez les gens qui ont beaucoup d'argent. Ah, d'accord. Ah. Oui, ça, c'est une possibilité. Parce que la peur de le perdre. Mais finalement, quand on n'a pas, t'as pas à perdre. Ben ouais, tu fais avec. Quand on n'a pas, tu fais avec. Ouais. Et je trouve que c'est. Enfin, pour moi, ça, c'est une valeur familiale qui m'a été transmise. On en parlait avec ma fille sur le fait de savoir, même si tu as, de savoir faire avec peu, d'avoir cette capacité-là. Ouais. Je trouve que ça, c'est un truc important. Oui. Enfin, oui. Ah oui, ça, c'est très, très important. Moi, dans l'éducation de mes enfants, c'est quelque chose de très important. C'est être heureux. Souvent, je dis, mais les filles, je fais, ah, bah oui, juste, t'as vu, là, ceci, là. Je dis, filles, d'accord, c'est bien de faire ça, mais bon, on est heureux avec et sans argent. Est-ce que tu es heureuse? Bah oui, bah voilà. Oui. On est heureuse avec et sans argent. De toute manière, le premier travail que j'ai fait, c'est de reconnaître ce que j'avais déjà. L'eau, l'électricité, tout ça, de reconnaître vraiment tout ce que j'avais
des Toute l'abondance amis, qui ton était déjà enfant, présente. Ouais. le Toute l'abondance. plaisir de cuisiner, le plaisir de partager, De le se plaisir de se retrouver. retrouver. Ouais. C'est de l'abondance. C'est de l'abondance. Regarde, les graines, les œufs, les pâtes, tu sais. Ouais, un petit gâteau au chocolat. Oui, on a pris un petit gâteau de chocolat. Et, bon. Mais bon, il y a quand même des blocages pour après. Quand même des blocages. Moi, souvent, quand j'accompagne sur la relation à l'argent, j'accompagne pas sur avoir plus d'argent. Si vous voulez avoir plus d'argent, allez voir un coach. Moi, j'accompagne. Je sais pas, ouais, je sais pas ce que j'ai bouffé ce matin. C'est les 2 cafés quand même. Ah, j'ai pris le café, je sais pas qu'est-ce que t'as mis dans ton café. C'est du bon café. C'est du vrai. C'est du vrai. Acheté avec amour. C'est un cadeau, ce café-là. Nous, à la maison, quand Julia était là, nous jouions au dé. Et le dé, en fait, j'adore ce jeu-là parce qu'on ne peut pas, comment je peux dire, on ne peut pas calculer. C'est vraiment du hasard. C'est vraiment le doigt de Dieu qui fait que tu as le nombre de points ou pas, etc. Et donc là, on voit bien comment des personnes peuvent à tout prix vouloir gagner, etc. C'est un super truc. Et donc, Philippe, pour mettre du piment, parce que lui, il avait besoin de ça, il nous a dit, ah oui, non, mais on gagne quelque chose si on fait le nombre de points, etc. Voilà, et moi j'ai dit, bah oui, peut-être on va faire ça. Et donc, un jour, il a gagné le café que tu as bu. Ah. Mais je pense que ce café est énergétique. C'est ça. Gagne au dé. Je vais tester sur Philippe. Tu vas tester sur Philippe, si ça lui fait le même effet. Et en fait, donc pour moi, j'accompagne à travers l'argent et les archétypes, notamment d'aller chercher dans ses ombres, Oui, c'est ça. pour être mieux, pour être Dans heureux, son mais enfance. surtout d'apprendre à comprendre qu'on est peut-être, on croit que l'on est dépendant financièrement on croit que l'on est dalala, et en fait, pas du tout, tout va bien. Ou apprendre à être heureux avec ce que l'on a. Moi, j'ai déjà eu quelqu'un qui est venu et qui m'a dit, ouais, je suis dépendant de mon mari, ça me va pas, ça me va pas, ça me va pas. Et c'était quelqu'un qui faisait énormément à la maison. Moi, je lui ai fait chiffrer ce qu'elle faisait à la maison, les travaux, le nanan et tout. Je lui ai dit, mais si tu devais faire que c'est combien, bah, finalement, gagner plus que son mari. et du coup, c'était OK. Ouais. C'était OK. C'est ça. Ah ouais. Après, c'est de travailler sur ses croyances, les croyances qu'on a depuis l'enfance, les croyances qu'on a aussi sur les riches, parce que si tu penses que les riches sont cons, ben, tu ne vas pas devenir riche, quoi. Tu ne vas pas devenir con, hein. L'argent, c'est ça travailler corrompt toutes tout, ces l'argent, croyances. ça corrompt tout. L'argent, c'est ça. Ah oui. Je me souviens d'avoir accompagné une entrepreneur qui voulait être sophrologue, qui était vraiment une fille géniale, mais famille d'ouvriers, chômeur longue durée, frère au RSA, compliqué, sa maman n'avait jamais travaillé, enfin bon, vraiment, mais qu'une famille d'ouvriers et tout. Et au bout de 6 mois, elle n'y arrivait pas, je l'ai accompagnée. Et un jour, enfin, elle a eu des clics, elle m'a regardé comme ça, mais clic. Elle me dit, mais je ne peux pas réussir. Je ne peux pas être ma patronne en libéral. Je suis en complète déloyauté vis-à-vis de ma famille. Enfin, elle n'a pas oublié le mot déloyauté. Toute ma famille, et elle me déplante. Donc là, j'étais là, c'est bien, tu as mis le doigt sur quelque chose d'important. Ouais. D'important. D'ailleurs, elle est allée, on dit, bon, j'ai identifié ça. Bah, tiens, on revient à l'ombre. J'ai identifié ça. Elle a reparti chercher un travail salarié parce qu'elle a dit, pour l'instant, je ne peux pas. Mais je le vois. Elle était jeune. C'est un chemin. Hein, après, peut-être que dans 10 ans, elle le fera. Mais parce que c'était trop dur à ce moment-là. Elle avait identifié, tu en parles de travail de l'ombre, elle avait identifié qu'à là où elle en était, elle n'avait pas la force. C'était trop dur. Et je trouve ça vachement bien. J'étais très contente de ça. Elle est repartie salariée, elle avait plus ça. Oui, il y a vraiment un soutien de la lignée. Ah oui. Si tu as des choses à créer en tant que chef d'entreprise,
tu as une lignée qui a été comme ça. Oui. Oui, mais si tu n'as pas une lignée comme ça, Après, ça moi, veut je dire pense- sortir du sillage. ouais, oui. c'est ça, ouais. C'est compliqué de sortir du sillage. Sortir du T'as pas le sillage. soutien de la Sauf lignée, si là, tu pour n'as le pas coup. la bénédiction de ta lignée. Moi, j'ai connu, quand j'étais étudiante, une fratrie, ils ont tous fait des études supérieures. Les 2 parents sont analphabètes. Fin fond de la Normandie, Ouais. ils ont tous fait des études supérieures. Ouais, c'est chouette. Ils sont tous profs, voilà. Il y a même un prof. Et souvent, tu vois, dans les familles en constellation, je pense à une jeune fille depuis qu'on a commencé à travailler, à discuter là. Donc, dans ces 2 lignées, ils sont tous ou instituteurs, ou travaillent à la Poste, ou à la SNCF. Donc, dans l'administration, enfin, c'est pas vraiment Fonctionnaire. l'administration, mais sécurité. cette sécurité. Mais si on remonte, parce qu'on a remonté avec elle, et en fait, ils étaient sur de la terre, mais une terre très pauvre, en Lozère, enfin vraiment, voilà. Et donc, au moment de l'industrialisation, évidemment qu'on s'est sécurisé en partant dans ces administrations-là. Et elle avait du mal, elle est rentrée dans une grande entreprise toulousaine, etc. Oui, c'est comme Et l'administration, quoi. C'est pareil. Voilà, et elle en est sortie, elle a dit non, c'est pas possible, je ne peux pas. Donc elle est en recherche là en ce moment, mais elle ne pouvait plus. Ouais, parce qu'elle n'était pas elle-même. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et donc là, il faut aller à la quête de soi. Là, ça me ramène à la question que je t'avais posée après ma constellation à moi, à te demander comment ça se fait que moi, dans la famille, je sente les choses différemment des autres de ma famille. Avec ma cousine aussi, on est toutes les deux, on est toutes les deux pareilles, à la fois différentes des autres. C'est comme si des fois ça sautait des générations et il s'est passé quelque chose au niveau des générations. Tout à fait, tout à fait. Et comme si le sillage pouvait s'agrandir ou se remettre en lien avec quelque chose qui est très loin dans le passé. C'est ça. Ouais. Du coup, là, c'était mon arrière-grand-père. Voilà. C'est comme s'il y avait un pont avec lui. Ouais. C'est ce que tu m'avais expliqué. Et en fait, je pense à une constellation où c'était 7 générations avant, quoi. C'est donc des choses très très loin. On était remonté très loin pour arriver à retrouver cette énergie-là. Mais ça me ramène à une personne que j'ai eu en accompagnement, où c'est une artiste. Et c'est pareil, on a fait le lien avec son arrière, je crois que c'était 3 générations au-dessus, où lui aussi était artiste, son arrière-grand-père. Et elle a reconnecté aussi avec cette partie-là de sa famille. Quoi. C'est ce don artistique, en fait, qui pouvait du coup se déployer aujourd'hui. Quoi. Oui, c'est ce qui arrive avec ma fille. Tout à fait. C'est elle qui est en train de déployer ce don qui se passe dans la famille. Et c'est elle qui est en train de... Et je lui ai dit, tu vois, parce que c'est important aussi, parce que nous aussi, on a des enfants. Quand on a des enfants, on est responsable de ce que l'on transmet. Et quand elle était petite, je lui ai dit, attention, c'est pas parce que moi, je n'ai pas fait les beaux-arts, je n'ai pas continué que tu dois le faire. Tu n'es pas là pour me réparer. Tu es sûr que c'est ce que tu aimes? Oui, alors je l'ai un peu régulé. Et je posais la question tous les 6 mois, tu vois. Tu vois, pour être sûre. Non, mais... Maman angoissée. Oui, c'est normal. Mais bon. Et en fait, là, je lui ai dit, c'est merveilleux, tu as plein de cadeaux de ta mère, de ton oncle, de ton grand-père, et regarde ce que tu en fais aujourd'hui, c'est super. Elle me dit, bah ouais, elle était contente. Elle me dit, ouais, c'est super, bah oui, merci. Merci. C'est chouette. Voilà. On peut aussi essayer de transmettre. Alors, on n'est pas obligé de, tu vois, un peu ces dons étouffés pour des raisons X et Y et tout. Et on peut les transformer aussi. Hein, le but, c'est ça. Le but, c'est ça aussi. Hein, qu'elles se sentent un peu des dons artistiques ratés ou étouffés. Ben non, elle, voilà. Je vais lire un petit peu ce que Joël a écrit. Donc, manquer d'argent est bien moins grave que manquer d'amour. Les conséquences, répercussions sont tellement différentes. Alors, manquer d'argent est moins grave que manquer d'amour. Elle veut dire quand on est petit, en fait. Je suppose. Je vais lire la suite. Hein. Vos accompagnements à toutes les 3 nous permettent de nous libérer de toutes ces croyances, éducation, et de vivre nous, avec nos choix, nos valeurs. Merci beaucoup, beaucoup.
pour vos accompagnements sur cette voie. Joël? Alors, oui, c'est Joël. Est-ce que tu peux préciser, Joël, du coup, si c'est quand tu étais enfant? Merci pour ton message. À tout âge. Tout à fait. Moi, j'ai envie de dire ce que je dis toujours. Quand tu manques d'amour avec et sans argent. Oui, ça c'est sûr. Et quand t'en as avec et sans argent. Ouais. Je peux rien dire de plus que ça. Il n'y a pas de lien avec... Il n'y a pas de lien. Il n'y a pas de lien. Après, Moi, je on vois parlait quand même de des l'argent. liens, quand même, hein. Factuellement, quand même, moi je remarque que parfois, pour gagner de l'argent, il ne faut pas être beaucoup à la maison. Donc, souvent, parfois, tu vois, quand tu es chef d'entreprise ou tu travailles beaucoup, tu rentres chez toi à 8 heures et tout, et les enfants, ils peuvent manquer de présence. Alors, pas forcément d'amour, mais manquer de présence. Parce que la présence, c'est important aussi. Oui. Même si se sentent aimés, même si se savent aimés. C'est un peu, on est dans l'humain, on est dans le complexe, chaque histoire est une histoire particulière. Mais bon, j'ai pas envie de parler des deux en même temps, parce que les deux n'ont rien à voir. Les deux n'ont rien à voir. Moi, je renvoie au sketch de Jamel Debbouze, qui raconte comment sa mère faisait une fête, mais une fête, quand elle faisait petit déjeuner du soir ou crêpes du soir, ben, c'était une fête. Alors qu'en fait, elle n'avait plus de sous pour acheter à manger pour ses enfants. Et il en a fait un sketch parce qu'il s'en est aperçu adulte. Et lui, il fait un sketch très drôle là-dessus. Que bah, c'était la fête, c'était génial. Et on ressent beaucoup de chaleur, beaucoup d'amour, beaucoup de joie, beaucoup de rire. Et en fait, c'était la galère derrière. Donc, j'ai pas envie de corréler les deux. J'ai pas envie de corréler les deux. Parce que ça n'a vraiment rien à voir. Je sais pas. Dans l'abondance, moi j'y mets tout, l'amour, l'argent. Oui, là c'était vraiment le manque d'amour, manque d'argent. Ouais. Bon. Le manque d'amour, c'est une croyance quelque part qu'on manque d'amour. Même si ça Est-ce peut que c'est paraître une réel. croyance ou est-ce que c'est un ressenti? Oui. Ouais, c'est un ressenti, ouais. Oui, tu peux ressentir un manque d'amour alors que tu as été aimé. Ah oui, clairement. Ouais, ça c'est clair. Ouais. Après, c'est sur quoi? Est-ce qu'il y a eu des actes qui ont été posés? Enfin, voilà, qu'est-ce que ça veut dire manque d'amour? Après, c'est vrai que moi aujourd'hui, je pars du principe que j'ai tout à l'intérieur de moi. Donc, je ne cherche plus à l'extérieur, en fait. D'attendre de l'extérieur, on est forcément déçu, quoi. Même si l'autre te donne de l'amour, peut-être que tu ne vas pas le ressentir comme il te le donne. Suivant tes failles, tes croyances. Alors que si tu n'attends plus de l'extérieur... C'est compliqué ce que je dis. Non, c'est très bien. Non, c'est très bien. Non, je sais, c'est compliqué d'y arriver. On n'a pas tous le même langage de l'amour. Oui, on a 5 langages de l'amour. Et oui. Oui, et puis pour l'autre, un acte peut... Enfin, moi je pense à hier soir, à une situation qui s'est présentée. On peut être dans une insistance et demande, pensant que c'est un acte d'amour, alors qu'en face, c'est vécu comme quelque chose qui est très douloureux et très désagréable. Donc, et puis, enfin, plus tu vas attendre de l'autre, plus il va fuir, quoi. Je sais pas. Tu vois, d'avoir des attentes sur quelqu'un, je trouve ça horrible, quoi, pour l'autre. Ouais. Oui, ça le laisse pas libre, en fait, d'aimer comme lui il veut, quoi. Et en même parce temps, c'est tellement naturel d'avoir des attentes. Ben, oui. Donc, tu vois, tout à l'heure, on parlait de l'amour et de... ça, c'est dur. Moi j'ai eu de dire à quelqu'un, mais t'as trop d'attentes. Tu vois, c'est dur. C'est dur parce que oui, quand on a des attentes, bien sûr, c'est humain. C'est humain, C'est d'accord. humain. Après, c'est travailler sur soi. C'est pas de dire à la personne, t'as des attentes. Non, c'est vraiment un travail sur soi. Et en même temps, d'apprendre à s'aimer pour comprendre que ces attentes, si on les a plus, ça va être différent et encore plus beau que ce qu'elle pourrait attendre, justement. Laisser à l'autre personne la possibilité de le faire autrement, à sa façon, à elle ou à lui,
de le montrer autrement. Tu comprends? Je comprends. Et j'ai envie de te mettre le miroir qui renvoie au Petit Prince, au renard du Petit Prince. On est responsable de ceux qu'on apprivoise. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on rentre en amour, en relation, en amitié avec quelqu'un, eh ben, comment je pourrais... on est responsable de son bien-être aussi, on est responsable de ce lien. Je parle souvent de jardiner le lien. Un lien, ça se jardine, tu vois. Oui. Et moi, Oui, par mais exemple, si tu as des attentes, moi, tu j'ai enfermes, là. mon attente, c'est d'avoir quelqu'un qui jardine ce lien. Si j'ai quelqu'un qui jardine pas ce lien, j'attends ça de... Je peux, tu vois? Je sais pas Oui, si on est je me d'accord. souviens. On est d'accord dans le fait d'entretenir le lien, mais dans la liberté de chacun, tu vois. Bien sûr. Pas dans l'attente Je que sais la que- personne oui, soit comme ça. ben, libre d'être ce qu'elle est. Ouais. Avec son langage de l'amour. Ouais. Avec son langage de l'amour. Et puis, ce qui me vient aussi, c'est la notion de besoin qui n'est parfois pas synchro. Oui, ah oui, de synchro. Tout à fait. Tout est nos relations, ce ne sont que ça, une histoire de synchronicité. Après, la CNV, la communication non violente, c'est d'exprimer son besoin. Tout à fait. Donc, Oui. si le besoin n'est pas exprimé, l'autre ne peut pas le comprendre. C'est ça. C'est ça. Donc, Et c'est la, la communication connaissance de son besoin, parce que c'est tout un chemin d'arriver à se dire, mais au fond, j'ai besoin de quoi? J'aurais besoin de quoi? Qu'est-ce que c'est qui serait le mieux pour moi? Ça, pour beaucoup de gens, c'est très compliqué de connaître son besoin intérieur. De connaître son besoin et d'oser l'exprimer. Ah oui, alors ça. D'identifier son identifier son besoin et de s'y connecter. Et après de pouvoir l'exprimer, hein, c'est encore un autre. Oui, moi, quand j'ai pris la décision de partir, c'est que mon besoin, c'était vraiment de me retrouver. Mais c'était difficile aussi à exprimer, c'est sûr, puis difficile à comprendre. Mais c'est vrai que nos attentes déçues sont souvent liées à des besoins non exprimés. Tu vois? Ouais. Souvent. Parce que si tu l'avais exprimé à l'autre, ben, l'autre aurait été là, par exemple, aurait fait quelque chose. Peut-être. Ou t'aurais dit, Ou t'aurais dit, non, ben, je peux pas. Ou Enfin, t'aurais dit, je peux pas, et t'aurais je compris. sais pas quoi. le faire. Là, j'ai pas vu. Oui, complètement. Alors, Joël, trop complexe, peut-être hors sujet aujourd'hui. Amour, un vide existe intérieurement, l'argent ne compte pas à ce moment-là. C'est sûr que l'argent, quand on est triste, c'est compliqué. On s'en fout un peu. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Oui, enfin, je pense qu'elle a bien exprimé l'histoire. L'histoire, Oui, quand l'argent n'a rien à voir. Oui, tout à fait. T'as beau en avoir, si tu manques d'amour, t'es malheureux. Ouais, c'est ça. Oui, moi, ça me fait penser à mon ex-beau-père, si on peut dire ça. Donc, le grand-père de mes enfants, il avait une cousine qui était de Martigues. Donc, elle avait un accent très, très comique. Vraiment, c'était l'accent de Marseille. Et elle disait, oui, mais il avait le yacht, il avait la villa, la maison de campagne, il avait la 4x4, il avait tout ça, et bien il s'est suicidé, et je ne comprends pas. C'est ça. Et ça m'a toujours... c'était comique avec son accent, mais elle ne comprenait pas. Et c'était la 4x4. C'est normal qu'elle ne comprenne pas. Oui. Ouais. Mais oui, c'est pas parce qu'on a de l'argent qu'on est heureux, hein, ça c'est clair. L'argent ne sûr. fait pas le bonheur. Il contribue quand même. Et puis, tu sais, je pense que quand tu gagnes beaucoup d'argent, les gens autour de toi te renvoient que tu es pourri. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que tu as fait pour avoir beaucoup d'argent? Enfin, tu vois, il y a un peu ça, il faut le porter. Aussi, ouais. Donc, s'il y a des failles, c'est sûr. S'il y a des failles, ça peut être très violent. Très violent. Tu es suspecté d'être un pourri, quoi. Très, très. Si tu gagnes au loto et tout, ben voilà, tu es suspecté d'avoir pris la grosse tête, d'être devenu tous les mots, quoi. T'es devenu con, quoi. Ouais, il y a ce bouquin qui est magnifique de cette femme qui gagne. Je sais pas, je connais pas. Elle gagne au loto et elle va pas le dire à ses copines. Exact. Ses copines, elles sont enfin. C'est un bouquin à la base. Et puis après, c'est devenu un film.
Et donc, ses copines, c'est des coiffeuses, des jumelles qui sont coiffeuses. Et elle ne va pas le dire. Et son mari, en fait, va prendre le billet et va prendre l'argent. Il va dépenser tout cet argent. Et c'est un homme immonde, en fait, cet homme-là. Et elle s'aperçoit qu'en fait, elle est restée par... elle a une petite mercerie. Et c'est merveilleux, son monde de la mercerie. Ouais. Il est magnifique. J'adore cette histoire. Ouais. Il faut retrouver, je ne sais plus comment il s'appelle. Je ne sais pas. Tiens, c'était dans Scooby-Doo. C'était mon Scooby-Doo. Oui, ça, j'arrête pas de m'agiter. C'est le café. Alors, Joël, mal vu quand tu as de l'argent. Ouf, c'est pas mon cas. Ben oui, mais t'es pas prête d'en avoir là. La réflexion là. C'est pas mon cas dans le sens qu'elle n'a pas d'argent. Qu'elle voit mal ceux qui ont de l'argent ou elle n'a pas d'argent donc elle est bien vue. Ah, moi je l'ai vue comme elle n'a pas d'argent, elle est bien vue. Ben je sais pas. Vas-y, précise Joël. Ah oui, c'est pas pareil. Ouais, c'est pas pareil, effectivement. Qu'elle ne voudrait pas être mal vue. Eh oui, les gens qui... Tu peux aussi bloquer cette énergie-là parce que tu veux pas être mal vu. Oui, parce que tu veux pas être con, tu veux pas être mal vu, tu veux pas être pourri. On revient à une histoire d'ombre. Tu veux pas de l'argent sale. On en revient à une histoire d'ombre. Ouais. On veut pas regarder cette ombre. On veut pas regarder ce truc de j'aimerais bien avoir de l'argent, je serais bien, je pourrais m'acheter ça. Je pourrais partager. J'aurais une belle maison, je pourrais voyager. Là, tu sais, c'était et puis voilà quoi. On a du mal à rentrer. Ah, c'est clair. J'ai pas d'argent et ça ne me manque pas. Donc la réponse c'est bien ça. Tu vas bien alors, c'est bien. T'es pas prête d'en avoir, Joël. Ça lui manque pas. Où est le problème? Si ça lui manque pas, c'est bien, mais bon, c'est dommage. Alors, non. C'est ce que j'ai. Ah non. Enfin, pardon. Ouais. C'est ce que je disais. Moi, j'ai des projets après derrière, c'est pour ça. Elle n'a pas d'argent. Oui, non, mais elle n'a pas d'argent et ça ne lui manque pas. Ça, moi, j'entends, j'ai suffisamment d'argent pour être heureuse, pour être bien dans ma vie. J'en veux pas plus. Tout va bien. Ok. C'est des paliers, en fait. Le regard des autres ne m'intéresse pas, l'argent n'est pas ma priorité, pas de problème. Okay. Elle paye son loyer, oui. Elle vit, elle se paye à manger, elle s'habille, elle vient à la voiture, elle peut mettre de l'essence dedans. Ouais. A priori, tout va bien, quoi. Si elle veut faire une constelle, elle l'a fait. Très bien. La jauge, c'est pas avoir de l'argent ou beaucoup d'argent, c'est d'être OK avec ce qu'on a. Ça, c'est le travail. Parce que je vois aussi, et moi, le travail que je propose, à travers d'être OK avec ce qu'on a, c'est pour être OK avec ce qu'on a, il faut être OK avec ce qu'on est. C'est ça, c'est ce que j'allais te dire. Ce que j'allais te dire, c'est que moi, ce que je vois, ce que je travaille en ce moment, en tant que praticienne, donc en temps installé, c'est aussi ma valeur à travers les tarifs que je mets, l'argent que je demande aux gens, demander de l'argent aux gens. C'est que pour vivre, il faut que je demande de l'argent aux gens. C'est vrai que passer de salarié à avoir son entreprise, c'est tout un travail sur soi par rapport à l'argent pour accepter que l'argent rentre. Oui. Du coup, je pourrais vous raconter quelque chose. Vas-y, raconte. Et peut-être que tu le sais, toi, ou c'est toi qui le sais. En fait, mon papa, à 14 ans, allait livrer, il livrait tous les samedis matins les clientes. Mes parents avaient un commerce. Et en fait, un jour, il m'a demandé d'aller chercher chez une dame, dans une grande maison, qu'elle me règle toute la note qu'elle avait, donc de quelques mois, qu'elle n'avait pas payé, d'impayé. Et donc, j'avais 14 ans et je me souviens bien de cette maison avec ses grands tapis et tout ça. Peut-être que ça a fait que j'ai rêvé de maison. Mais en tout cas, il m'a appris à demander. Ça, c'était vraiment... Et ne pas te laisser impressionner. Ouais. Et de me donner la méthode. Il dit, tu t'assois, tu prends une chaise dans la cuisine parce que tu ne vas pas rentrer ailleurs que dans la cuisine. Et voilà, tu fais un sitting. Maintenant, on dit sitting, mais non, tu t'assois et puis tu dis que tu ne partiras pas sans que tu aies la somme due qu'il y a sur le petit ticket. Ouais. Ça fait un beau cadeau. C'est clair. Et en plus, le fait de ne pas te laisser impressionner, toi, petite fille, face à une bourgeoise, dans une grande et belle maison. On est dans une société très pyramidale et c'est vrai que les bourgeois, c'est la soumission à
Ces gens-là, quand on n'est pas issu de la soumission aux banques, on est soumis au patron, enfin soumis une espèce de soumission qui fait qu'on s'écrase au détriment de soi, parfois, et du droit, en fait. Alors, Joël, tout à fait Christine, ça c'est plus compliqué, ok avec ce qu'on est parfois. Donc je crois que c'était quand j'ai dit que par rapport à ma valeur. Demander de l'argent est un gros problème pour moi. Un commentaire, Christine? C'est normal qu'elle ait demandé de l'argent, c'est pas un problème pour elle, vu qu'elle en a assez. Bah oui, c'est ça. On est bien d'accord. Vu qu'elle a assez avec ce qu'elle a. Ouais. Elle n'a pas besoin de Bah plus. non. C'est ça, pas besoin de demander. Elle est cohérente finalement, Joël. T'es cohérente, hein? Ouais. C'est pour ça que je ne serai jamais riche. Ben oui, là, Ben c'est voilà. sûr. Ah oui. Après, c'est ça. Est-ce que c'est notre. Il y a des personnes pour qui c'est l'objectif. Oui, c'est très bien. Bah oui. Moi, c'est ok. Moi, c'est ok aussi. Ok. Moi, j'ai envie d'avoir de l'argent parce que j'ai des projets derrière professionnels pour avoir une salle à moi et pouvoir accueillir des stages. Tous les projets, c'est tout à fait légitime de vouloir gagner de l'argent Ben oui. et d'en avoir, comme c'est légitime d'avoir envie de vivre simplement. Tout à fait, c'est un choix. De vivre simplement avec ce qu'on. J'en ai prêté, jamais réclamé. Ouais, ça, moi, j'ai du mal. Ouais. Alors ça, moi je vous le dis, faut pas prêter d'argent. C'est ça, ouais. Faut pas prêter d'argent. Faut en donner, ou alors tu le donnes. Ou si on te demande, moi ça m'est déjà arrivé, on me demandait, j'ai dit, ça m'est arrivé une fois, et je lui ai dit, je ne te prêterai pas cette somme, mais je te donne la moitié. Et je te le donne parce que c'est mon cœur, parce que voilà. Et vraiment sans aucune. En plus, c'est quelqu'un que c'était même pas une amie proche, quand j'ai perdu de vue depuis, elle quittait son mari. Et parce que pour moi, c'était un truc de femme à femme. C'est un truc, c'était pas. Je dis, c'est pas de toi à moi, elle en a besoin pour quitter son sale mec. Elle avait pas un sou et tout. J'ai dit, c'est un truc de sororité. Donc tu ne me dois rien. Enfin, vraiment, je me souviens d'un truc de sororité. C'était vraiment une bonne copine et on ne se voit plus depuis. C'est parce que dans prêter de l'argent et surtout ne pas le réclamer, c'est mettre l'autre dans une situation de redevable, de soumission. D'attente encore. C'est pas sain. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Il vaut mieux le donner parce que tu as envie de le donner. Et comme ça, tu le donnes parce que je t'aime, tu le donnes parce que pour des. Voilà, après, il faut donner dans un cadre bien, parce que donner aussi, ça peut être. Bon, en conscience. Ça dépend comment on parle. J'en prête plus, je donne avec le cœur. Aujourd'hui, tellement plus enrichissant pour moi. Clairement. Mais il ne faut pas donner, il faut donner aussi vraiment. Pas comme ça à tout le monde. Pas comme ça à tout le monde. Si tu en as assez pour donner comme ça à tout le monde, et tu es OK avec ça. Est-ce que vraiment je suis dans le cœur quand je fais ça? Est-ce que je suis dans le cœur? Parce que le problème des nourriciers, les nourriciers, parfois, ont l'illusion d'être dans le cœur. Mais ils ne sont pas. Ils sont plutôt. Ils sont dans une attente. C'est ça. Et si tu réponds pas à leurs attentes, le persécuteur, il peut venir. En passant par la victime, c'est le fameux triangle. Voilà. Salaud, tu m'as pas rendu mon argent. Ou alors c'est aussi une façon de montrer qu'on est bien. Ou alors, on est quelqu'un de bien, tu vois, de se valoriser. C'est ça. Ou alors ça permet de rester dans la victime. On m'a déçu. Je connais Joël. On ne parle pas de toi, vraiment, mais on donne des pistes. Oui, il peut se passer tellement de choses, même quand tu te donnes de l'argent. Il y a plein de choses derrière. Après, on peut dépanner. Moi, je dis que la façon dont cette transaction, la façon et l'énergie de cette transaction d'argent sera à l'image, à la couleur de la relation d'amour ou d'amitié qu'il y a déjà. Si la relation n'est pas claire, c'est pas clair.
Mais si les deux motivations sont vraiment dans le cœur, why not? Mais bon, faut être sûr. Tu vois, Et puis, il faut que ce soit extrêmement cadré sur les modalités de remboursement. Le truc, tu me rembourseras quand tu pourras, et tout, c'est insupportable. Non, pour moi, il y a vraiment du délai. Là, il faut qu'il y ait un délai. Au centre d'hébergement où j'ai bossé, les femmes, elles faisaient des tontines. Ah oui, c'est Quoi bien ça? ça. C'est-à-dire, elles mettaient, mettons, 10 € chacune. Et avec 10 €, bah, c'était un groupe de 10, mettons, ça faisait 100 €. Elles pouvaient s'acheter, je sais pas moi, un chauffelet, un chauffe-biberon. C'est peut-être pas 100 €, mais enfin, je dis n'importe quoi. Ouais. Mais en tout cas, avec 10 €, elles ne pouvaient pas l'acheter. Et en fait, avec les 100 €, donc chacune touche au fur et à mesure. Ouais, il y avait toute une liste en fait, et c'était très quantifié, très codifié. C'était des Africaines qui avaient mis ça au point. Oui. Les Maghrébines avaient du mal avec ce fonctionnement-là. Ah oui? Tu vois, c'est intéressant là. Pourquoi elles n'avaient pas confiance dans le groupe, du moins celles qui étaient là, elles n'avaient pas confiance. Et les blanches, les occidentales, il y en avait qui adhéraient, d'autres qui avaient peur. C'était ça avait des peurs. Au Venezuela, ils le font. Alors, je pense dans d'autres pays d'Amérique latine. Mais de toute façon, la culture sud-américaine, surtout dans les pays où il y a beaucoup d'esclavage, Colombie, Venezuela, ils sont très proches de l'Afrique par leur musique, leur nourriture, leur cuisine. Et ce système de tontines qui s'appelle les coopératives. Et c'est extrêmement bien codifié. C'est-à-dire que il y a X personnes, et la personne qui se responsabilise n'est pas dans la coopérative. Et chacune se dit, je mets 1 000 € par mois ou 100 € par mois. 100 €, il y a 10 personnes qui mettent 100 € par mois. Donc du coup, ça fait 1000. Et après, ils tirent au sort. Ou alors, ils négocient. Tu as des projets plus urgents, moins urgents. Pour les derniers, c'est une façon d'économiser. Et pour les premiers, pour créer des entreprises, pour acheter quelque chose de cher. Et c'est un système hors banque qui est génial. Mais je ne sais pas si ça ne commence pas à exister en France, parce que il me semble qu'il y a des... Alors, les fameux cercles d'abondance. Mais non, je ne te parle pas de ça. Non, je te parle de coopératives d'entreprises où apparemment tu es dedans. Mais je ne sais pas, parce que je n'ai pas trop regardé ce que c'était. Mais les scopes, c'est les nouvelles scopes en fait. C'est pas les scopes. Il y a une nouvelle forme apparemment où ça se partage un peu l'argent dedans, justement pour les projets, mais je ne suis pas allée plus loin. Donc, tu as les scopes et tu as les groupements d'intérêt économique. C'est pas ici, mais des entreprises et des scopes qui se mettent ensemble et qui ont un intérêt économique commun. Ouais. Mais bon, c'est des montages d'entreprises. C'est pas... Là, on est dans le particulier. Ouais, mais il me semblait que dans le principe, c'était un peu la même chose, de mettre l'argent en commun pour participer à des projets de certains. Oui. Quoi. Là, c'est un système parallèle à un système bancaire, en fait. Imagine que nous, on se dise, tiens, on met 1 000 € chacune, on est 3, on peut faire une tontine à 3, tiens, on met 1 000 € chacune dans la cagnotte. On a Philippe est le garant que tu payes, que je paye. Et puis, on se dit, tiens, toi, du coup, ça fait 3 000 au bout de 3 mois. Donc, en fait, non, dès le premier mois, ça fait 3 000. Dès le premier mois. Alors qu'on n'avait que 1 000. Et puis, toi, tu as un besoin urgent parce que, je sais pas, voilà. Et puis, on dit, moi, j'ai un autre besoin. Et puis, toi, tu vois, alors pour toi, la dernière, tu gagnes 3 000. Tu aurais pu les mettre de côté. Mais... C'est vrai que le dernier, mais je trouve que c'est bien parce que peut-être que la fois d'après, c'est Elisabeth qui aura un besoin urgent. Et oui, je vois dans ce genre de choses aussi de la solidarité, de la... Et peut-être que finalement, peut-être que Elisabeth est dépensière et qu'au bout de 3 mois, elle n'aura pas mis ses 3 000 € de côté. C'est pas moi. Non, c'est pas. C'est pour ça que je rigole parce que c'est pas moi. C'est pas toi du tout. Voilà. Et ça, c'est un système très, très. C'est chouette. Oui. C'est chouette. Et c'est bien parce que la personne qui est garante est extérieure. Oui, c'est ça. Il n'y a pas d'intérêt dedans. C'est la neutralité. Donc surtout à ne pas confondre avec les fameux cercles d'abondance qui reviennent régulièrement tous les 15 ans ou tous les 20 ans. Ça, c'est
Alors les premiers, ça marche, mais ça marche pas longtemps et il y a forcément une génération qui se retrouve avec 10 000 euros de D'accord. perdu. Ah, je sais pas, tu vois. Ah, tu sais pas, oui, bah oui. Mais je suis pas rentrée moi là-dedans, parce que j'en avais reçu il y a 1 an ou 2, mais je n'étais pas rentrée dedans. En plus, je crois que c'est aussi illégal. Je D'accord. crois que c'est illégal. Ah, c'est illégal. Ah oui. C'est un peu pyramidal. Ouais. C'est ça, oui. C'est pas pyramidal. C'est-à-dire chaque personne doit trouver une personne qui a 10 000 euros. Non, c'est 10 000 euros. Je sais Moi, pas. j'ai un cercle à 10 000 euros. Ouais, c'était pas des millions. Chaque personne trouve tant de 10 000 personnes euros, ça fait qui mettent beaucoup. 10 000 euros et qui donnent à la personne qui est au centre. Et après, toutes les personnes qu'elle a recrutées doivent trouver des personnes qui mettent 10 000 euros. Ouais. Donc pour les premiers, bon, ça va, mais en fait, ça s'essouffle très vite. Enfin, ça va. Non, c'est pas légal. Ouais. Et en te faisant miroiter que tu peux avoir 50 000 euros d'un coup ou 70 000 euros d'un coup. Il y a des gens qui ont perdu 10 000 euros. Hein. C'est une fois que tu l'as donné, Ouais, c'est c'est gros fini gens après. comme devant. Oui, là, il n'y a aucun moyen légal. Alors, Joël, je donne différemment qu'avant, selon les personnes, selon l'honnêteté, sincérité, confiance. Aujourd'hui, je pense d'abord à moi, dans ce don, dont si je suis en accord avec moi-même. Bon, ben les filles, ça fait Parce qu'il est longtemps. Il est 12h19. Ça s'écrit Ah même oui, plus. quand même. 1h46. Ah oui. Donc, du même coup, 12h20. On va clôturer? On va clôturer. Oui, parce qu'on peut y rester la journée. Hein. Ah oui, bah oui. On pourrait papoter toute On la pourrait journée, il n'y a papoter pas toute de la problème. Pas de souci, on Un peut peu- papoter toute la journée. Un petit mot de la fin? Oui, les linceuls n'ont pas de poche. Ça pourrait être le mot de la fin. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire qu'il faut tout dépenser. C'est qu'il ne faut pas s'attacher à nos possessions matérielles. Il faut s'y attacher en fonction de notre besoin, en fait. Et que c'est pas ça qui fait de nous des gens bien. C'est pas ça qui fait de nous des gens heureux. C'est juste un moyen. Un moyen pour avoir une vie que l'on a envie d'avoir. Donc, donnons-nous le moyen suffisant pour... Oui. Enfin, Attends, je lis d'abord. Aujourd'hui, je pense... Ouais, c'est bon. Merci beaucoup pour ce partage. Bisous. Sarah, la petite souris, toujours passionnante. Merci. Voilà, je te laisse le mot de la fin. Vas-y. Sarah, la petite souris, que je remercie d'être là. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, cette notion d'argent, derrière le mot argent, au fur et à mesure qu'on en discute ensemble, je me dis, nous y mettons des choses quand même totalement différentes. Mais vraiment. Clairement. Mais vraiment, plus ça va, plus on creuse. Ouais. Et plus je me dis, mais quand même, nous y Ouais. mettons des choses, mais alors totalement différentes. Et là, quand tu parlais, je me disais, mais en fait, l'abondance, pour moi, c'est de voir les feuilles comme ça s'ouvrir. Et c'est toute cette nature, en fait. Pour moi, l'abondance, elle est là, quoi. D'être au milieu de ça. Ouais. Vraiment. Je crois qu'on n'a pas fini encore. Hein? Par là. Et c'est Parce que moi, pour ça que les millionnaires sont si malheureux. Ouais, ils ne J'avais regardent parlé pas les... de Christian Junio la dernière fois. Les millionnaires, parce qu'ils ne sont pas dans la vraie abondance. Est-ce que l'abondance d'argent est la vraie abondance? Moi, c'est ce que j'allais dire, Ouais. c'est que l'abondance, c'est autant la nature que l'argent. Mm. Pour moi, c'est la même chose, il n'y a pas de différence. Oui. On a le droit autant à l'argent Ouais. qu'à la nature, quoi. Ça fait partie de, Ah, mais tout à fait. de la vie, quoi. Tout à fait. C'est un chef indien qui a dit qu'on s'apercevra que l'argent ne se mange pas. Pour moi, c'est vraiment l'argent, c'est vraiment. Alors, je sais que vous n'êtes pas d'accord, mais c'est pas grave, je vais le dire. Mais pour moi, c'est une énergie comme une autre. C'est une énergie comme une autre. C'est bien qu'on soit pas d'accord. Oui, c'est très bien. Oui. Parce que je pense que vous la voyez négative, cette énergie. Genre, Non. Mais pour moi, c'est vraiment. Elle n'est pas. C'est Elle est neutre. c'est la façon Elle est d'échanger. Elle est neutre. Ouais, on Non, est vraiment, d'accord. tu projettes un truc là. Non, Non, elle est neutre. Non, je sais pas, j'ai Non, pas je te trop compris en oui. fait ce que vous avez dit la dernière fois, mais je n'ai pas tout entendu. J'étais dans ma petite boîte avec l'argent en train de toucher l'argent comme ça. Ah, ça,
c'est pendant la journée, l'exploration. J'étais Moi. complètement fascinée par cet art. Non, je me demandais si je reprenais ou pas mon argent. L'argent est un moyen. Mais ça pourrait être un live sur qu'est-ce qu'on met sur l'argent. Ok, donc on s'arrête là pour la discussion. C'est quoi l'argent dans la lignée, dans les constellations, comment l'argent agit, pourquoi une âme errante va rester attachée à l'argent, c'est quoi pour elle, qu'est-ce que tu vois, parce que Je vais leur poser la question. Hein, voilà. je sais pas moi. Oui, Alors, d'abord pose-leur la question, Ok. t'as raison. Ok, ça marche. Et moi, je parlerai voilà, de l'argent et ce que je mets moi derrière l'argent, Oui. le travail à l'argent et Oui, moi aussi, je veux bien dire ce que je mets derrière l'argent. oui, et puis toi, tu as vu souvent l'argent en constelle. Comment se comporte l'argent en constelle, donc dans la lignée, comment ça Ah se oui, passe. c'était chouette. Alors. Ah oui, c'était super. On en parlera la prochaine fois. Allez, Allez, on va c'est s'arrêter là. On est reparti pour 1 heure. Sinon, on 2 va heures. partir encore 2 heures. Allez, on vous dit au revoir. On vous souhaite une belle journée. Bye bye. Ciao, ciao. Ciao, ciao.